rebonjour à tous et re-bienvenue du coup sur cette Japan Tour Festival. Je suis en compagnie de plein de gens. Voilà, on a changé aussi un peu de rubrique après tout ce qui était autour du streaming. On va parler de manga. Alors déjà, je suis en compagnie de Zarmal, c'est la première fois sur la chaîne, donc bienvenue à toi Zarmal. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Enfin bien. Première fois, du coup seconde fois, mais c'était il y a une demi-heure, donc. C'était vite fait, donc voilà, on va dire que c'est la première. C'est ça, t'es arrivé un peu en soun-soun. Et du coup, on est arrivé, ouais, effectivement, pour parler un peu de streaming, mais. Ça, c'est notre domaine. C'est ça. Et là, on va parler du coup d'un domaine que moi je connais. On va pas se mentir, hein, je vais être honnête, très peu. Surtout pour vous, parce que du coup, voilà, on va vous présenter donc Keto et Romain Lemaire. Donc vous êtes mangaka français. Jusqu'à là, je me trompe pas. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Donc, tout bon. Donc vous avez chacun du coup sorti. Alors pour toi Romain plusieurs mangas. Pour toi du coup Keto c'est bien ton premier, c'est bien moi, ça? C'est mon tout premier là. Voilà. J'arrive, je débarque. Voilà, donc si jamais la régie vous voulez vous amuser, alors il y en a plein partout, hein, donc la régie ça va. Donc pour toi Keto du coup c'est Darwin. Voilà, donc ton Darwin. Oui, Darwin. Voilà, oui, donc ton premier. Et pour toi du coup Romain c'est Everdark. Everdark. Voilà. C'est ça. Du coup moi, je vous propose déjà dans un premier temps que vous présentiez un peu votre parcours. Déjà qui vous êtes, c'est déjà pas mal. Votre parcours et puis un peu comment vous êtes arrivé comme ça à devenir mangaka, quelles sont vos aspirations, peut-être si vous en avez. Puis voilà quoi, tout ça. Je te laisse commencer, Christophe. Ouais, d'accord, merci. Oui, donc moi c'est Keto Valero. Donc je suis l'auteur de Darwin, un manga français qui est sorti au mois d'avril, qui est édité par Ankama Édition. Donc c'est mon tout premier manga. Voilà. J'ai pas trop d'expérience encore au niveau du manga, donc c'est vraiment une première expérience pour moi. Ensuite, au niveau du parcours, un parcours assez classique dans l'ensemble. J'étais passionné déjà de dessin, d'art déjà, pas forcément le manga, mais le dessin déjà depuis que je suis vraiment tout petit. Okay. Donc j'ai fait une première école sur Montpellier, une école dans la communication visuelle en fait. Donc publicité, packaging, logo, enfin les trucs pas très sexy, mais bon, voilà, c'était une belle expérience. Et ensuite, je me suis fait une petite école sur Lyon qui s'appelle Émile Coll. Ok. Voilà. Et j'ai fait Émile Coll. Et puis ensuite, donc c'est là où ça commence à être assez atypique. Je suis parti en Corée du Sud à l'âge de 21 ans avec le sac à dos. Et puis j'ai cherché du travail dans l'animation en fait. Donc j'ai eu quelques expériences comme ça et ensuite j'ai rencontré un grand maître coréen qui réalise des toiles bouddhistes dans des temples en Corée en fait. Et j'ai été assistant sur ces toiles et donc j'ai travaillé dans le domaine artistique pendant environ 5 ans. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est une expérience c'est une sacrée expérience enrichissante. Ouais. Et donc ensuite, à côté de ça, forcément la passion de la BD, du manga et tout ça qui était toujours là. J'avais en fait créé un petit personnage que j'ai dessiné déjà, que j'ai gribouillé dans mes cahiers d'école, qui s'appelait déjà Darwin. Ok. Et c'était un petit peu les débuts. J'avais fait un petit scénario comme ça, qui n'était pas trop travaillé, mais c'était resté dans le placard en fait. C'est un projet que j'avais, mais que j'avais pas travaillé. Et un jour, j'ai tout sorti. Voilà. J'ai dépoussiéré et je me suis mis au travail. Et puis, après, il y a eu plusieurs dossiers éditeurs. Et puis ensuite, voilà, le projet a pu être finalisé. Puis, voilà, le premier bouquin, voilà. Ok, d'accord. Donc un parcours assez. Voilà. Ouais, c'était pas ta première vocation, tu t'es pas dit à pas 8 du tout, ans. Pas du tout. J'avais pas en tête, je veux devenir mangaka. Ouais. C'est vrai que j'étais toujours passionné par ce milieu-là. Hein. J'ai toujours suivi ça un petit peu de loin. Mais c'était pas un objectif vraiment. Voilà, c'était pas mon objectif principal. Voilà. Ouais, c'était pas le rêve de jeunesse comme pas du tout. En fait, ça m'a rattrapé un petit peu. Ça s'est présenté un peu à toi. Exactement. Comme ça, en fait, c'est arrivé au niveau du scénario en fait quand j'ai écrit. Ouais. J'ai terminé l'écriture de Darwin. Ouais. Tout est écrit de A à Z. J'ai toute la série, tout est prêt en fait. D'ailleurs, tu avais fini l'écriture. Quand est-ce que tu avais fini l'écriture de Darwin? L'écriture, je l'ai finie il y a environ 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Voilà. Okay. Donc un gros traitement vraiment très très complexe. Et en fait, j'ai fait relire ça à un collègue. Il m'a dit, mais c'est du shonen ce que tu as écrit. Et en fait, sans m'en rendre compte, en fait, j'avais écrit un shonen. C'est-à-dire que je m'étais imprégné de beaucoup de choses, en fait. Et puis, c'est ressorti dans le scénario. Et puis là, j'ai adapté du coup mon dessin. Je me suis dit, je vais faire ça en shonen. Donc, il y a eu des premières planches.
Voilà, ça a été un petit peu expérimental, on va dire. Bien sûr. Et c'était pas du tout, ça ressemblait pas du tout encore à ce qu'il y a dans le bouquin. Et puis petit à petit, en fait, je suis arrivé comme ça. C'est plutôt le scénario qui a fait. Je me suis adapté au scénario, en fait. Ouais, en fait, alors ça, c'est une question que de base je voulais poser bien plus tard, mais bon, écoute, Tant qu'on y est. n'hésite pas aussi à répondre à Romain. Mais du coup, alors voilà, parce que du coup, peut-être que vous avez aussi écrit différemment vos deux mangas. Du coup, donc pour toi, Keto, ça a été par rapport à ton écriture que les dessins sont adaptés, c'est bien ça? Exactement. Ok. En fait, j'ai adapté mon dessin, en fait, par rapport au scénario, en fait. Et vu que tout était écrit dans les grandes lignes, bien sûr, parce qu'ensuite, après, il y a des échanges avec l'éditeur. Et forcément, il y a des scènes qu'on est obligé de couper parce que c'est un petit peu la frustration. J'en discutais un petit peu avec Romain. C'est vrai qu'on est frustré de devoir couper des scènes. En fait, on est obligé d'aller à l'essentiel. Donc, j'ai pas suivi exactement à la lettre le scénario, mais dans les grandes lignes, tout est écrit, en gros. Voilà. D'accord. Et pour toi, du coup, Romain, si jamais tu... Moi, je vais faire court du coup pour la présentation. Ouais, excuse-moi, je suis du coup. le maire Romain et auteur de Everdark chez Pika Édition. Il y a 6 tomes, je travaille sur le 7, c'est une série toujours en cours. Sinon, avant Everdark, j'étais 8 ans assistant sur Dreamland, donc chez Pika Édition toujours, sur la série de Renaud Lemaire qui est mon cousin, donc on fait partie de la même famille. Donc du coup, voilà, j'ai commencé mes armes comme ça. Mon parcours, pour le faire vite fait, passionné de dessin depuis tout petit. Je dessine depuis l'âge de 6 ans. Collège, lycée, j'ai pris tout ce qu'il y avait art plastique sous la main. Arrivé à la fac, j'ai fait 2 ans d'anglais, 2 ans d'art plastique. Sorti de la fac à 26 ans, Renaud me débauche pour être assistant. Donc je suis pas sorti d'école. J'ai un parcours plutôt autodidacte. Et après, j'ai commencé direct en tant qu'assistant. Et après, j'ai enchaîné sur le dossier Everdark. Donc j'ai pas eu de temps mort où j'ai fait autre chose. J'étais dans le milieu pro en tant qu'assistant au début. Donc voilà pour la petite présentation. Et du coup, pour revenir du coup à ton manga, du coup, alors, est-ce que toi, du coup, tu as écrit l'histoire en premier et après tu as fait le dessin, ou est-ce que ça s'est fait peut-être en même temps? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment aussi nous, parce que là, on connaît pas tous les derrière des mangas, de comment ça fonctionne, enfin, pas exactement. Mais de ton côté, du coup, comment ça a marché? Est-ce que tu as eu l'idée de l'histoire et après tu t'es dit je vais dessiner ou... Déjà, faut savoir que c'est pas parce qu'on est passionné de dessin qu'on sait dessiner, qu'on sait faire de la BD. Savoir faire de la BD, en fait, ça demande d'autres compétences. Ça demande de manier la narration, le storyboard, le découpage, le rythme, les dialogues. Et ça, c'est pas du dessin. Et ça, on le comprend sur le long terme. Plus on en fait, plus on devient meilleur. Donc du coup, moi, le lore d'Everdark, tout l'univers, c'est un univers que je traîne depuis très très longtemps, depuis le lycée. Heureusement qu'il s'est étoffé et qui est devenu de mieux en mieux comme une bonne recette de cuisine au fil des années. Mais moi, je suis quelqu'un dans l'écriture je préfère que tout soit balisé. Donc dans Everdark, tout est écrit. Il y a 3 grands arcs. On verra si Pika me laisse développer le 2 et le 3. Mais pour l'instant, le premier arc est écrit. L'éditeur sait le début et la fin. Donc maintenant que la série se développe, c'est le lecteur qui a les clés entre les mains. Voilà. Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'ils vont accrocher? Mais moi, je suis le genre d'auteur qui préfère tout écrire. Et les scènes d'improvisation, on peut se les laisser des fois sur des dialogues, sur des petites scénettes qui ne vont pas modifier l'arc général, on va dire. Mais l'impro, on en a toujours un peu sur certaines scènes. Si on juge que c'est meilleur, on change. On a trouvé une meilleure idée, on va changer la ligne de dialogue, les plans cam ou le découpage. Mais voilà, mais sinon moi je suis le type où tout est écrit à l'avance. Ouais, donc du coup tu peux rajouter des touches d'humour aussi, à droite à gauche, parce que j'ai vu qu'il y en avait aussi des moments d'ailleurs qui semblent un peu inspirés de ce qui se fait dans les mangas japonais aussi. Des petits moments d'humour comme ça qui sont parsemés à droite à gauche. Ça t'arrive du coup parfois de te dire là cette blague elle passe bien à ce moment-là. Ça c'est des choses que tu peux faire par exemple. Bien sûr, après faut pas renier on va dire d'où est-ce qu'on vient. Moi j'étais l'enfant du club Dorothée. Donc ça m'a influencé. Okay. Déjà le style visuel, ça m'a influencé indubitablement. Après j'avais un style après qui est dérivé vers le réaliste. Et Everdark du coup comme tu dis quand on a baigné on va dire dans la japanime au début dans les années 80, inconsciemment on doit regorger ce qu'on a aimé. Après, bien sûr, plus on vieillit, plus on se détache. Avec l'âge, on se détache, on va dire, des petits fanarts, des petites dédicaces, et on propose l'œuvre, notre vision d'auteur, en fait. Qui, les lecteurs vont accrocher ou pas, ça, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est un pari. Mais je pense que inconsciemment, l'animation japonaise, après, je lisais pas que ça quand j'étais petit, je lisais des comics, des BD. Ça joue aussi l'influence que tu vas avoir sur on va dire manga, que Everdark, c'est des romans, beaucoup de romans. Moi, mon univers s'inspire de la littérature fantastique. Lovecraft, Stephen King, tout ça, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Donc en fait,
Everdark, c'est beaucoup d'influence de plein de trucs. Et après, bien sûr, avec les thématiques que je veux raconter et que je présente à ma sauce. Et est-ce que les lecteurs vont accrocher? Ça, on verra bien, quoi. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Du coup, j'allais poser la question. Du coup, c'est une bonne transition. Quelles influences vous avez eues, vous, sur qu'est-ce qui vous a influencé dans l'écriture ou même dans le dessin, du coup, de vos personnages, du coup? Est-ce que vous avez des références à donner comme ça? Franchement, les références, c'est tellement vaste. Je suis une vraie éponge, en fait. Ça peut être à la fois beaucoup le cinéma, en fait. Beaucoup le cinéma pour moi. Oui, beaucoup le cinéma, plus que la BD en général. Mais après, il y a tellement de choses. Moi, j'ai été beaucoup marqué par Full Metal Alchemist. Ça, c'est quelque chose qui a été, voilà, au niveau graphique, puis l'histoire aussi. Pour moi, c'est le manga parfait, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, je suis une vraie éponge, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à Dès tout. que tu vas avoir quelque chose qui te semble bon, tu vas l'absorber. Moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand je travaille, déjà, je suis toujours en train d'écouter des podcasts à longueur de journée. Et j'ai des cahiers, j'ai plein de cahiers. Et dès que j'ai des idées, quelque chose, un concept, hop, je le note. Parce qu'après, on oublie, en fait. Ça, par exemple, pour un jeune auteur, c'est quelque chose que je conseille, c'est-à-dire de tout noter. Parce qu'après, on oublie forcément. Et ensuite, j'ai énormément de notes, même si c'est des petits crobards et tout ça. Et puis, quand je vais travailler un tome, je vais aller puiser dans toute cette richesse. Et après, je vais le transformer à ma sauce. Ok. Après, au niveau du manga, oui, forcément, je vais pas être original. Je vais dire Toriyama aussi. Bon, forcément. Oui. Full Metal, j'aime beaucoup Obata aussi, ce qu'il fait, Death Note et tout. Et après, en franco-belge, un petit peu de tout. Pas forcément quelque chose en particulier, mais. Donc du coup, vraiment. Je suis une vraie éponge en fait, je m'intéresse à tout. Voilà. Ouais, ça, dès qu'il y a quelque chose qui te marque, tu arrives à le retranscrire un peu en partie dans ton œuvre à toi, quoi. Voilà. Et du coup, pour toi, Romain, Moi, les influences, en fait, par exemple, Akira Toriyama, c'est son découpage, moi, qui m'intéresse. Là, vraiment. Quand on vieillit, après, on prend un petit peu de bouteille, on analyse. Tout ce qu'on lit, on l'analyse. On peut plus lire en étant en mode détendu, en déposant le cerveau. Quand on lit, on scanne tout. On scanne tout. Tout ce que tu sais, tu le vois. C'est très pervers d'ailleurs. Ouais. Et du coup, Toriyama, c'est le découpage qui m'intéresse. Kentaro Miura, Berserk, ça va être son ancrage, lui, qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, franchement, moi, ça a été un des auteurs qui m'a beaucoup inspiré, du coup, dans les ambiances et tout ça. Et après, moi, je suis fan de jeux vidéo aussi. Donc tout ce qui est artbook de Final Fantasy, les gros artbooks par exemple d'FF14, vous avez dedans des fringues, des settings de décor et tout, des armes, il y a tout, c'est tellement riche visuellement que moi j'ai plus de artbook à la maison que de manga en fait. Ah ouais. Voilà, carrément. Comme quoi? Pardon? Comme quoi en fait Un artbook? Il y a des trucs du studio Trigger, Gurren Lagann, tout ça. Il peut y avoir le studio Kusanagi qui est pas trop connu en France. En fait, c'était un studio qui fait que des décors. Ils ont fait les décors de Final Fantasy en fait, et plein d'autres jeux vidéo. Il y a tellement de trucs riches et variés, des artistes hyper underground. J'ai quelques artbooks d'eux aussi ou leurs mangas des fois. Mais de tout ce qui m'intéresse visuellement, j'achète. Et j'essaie d'analyser. Voilà, j'analyse ce qui m'intéresse, ce qui peut en technique m'apprendre des trucs pour améliorer Everdark, quoi. Et le fait de sans arrêt analyser, c'est-à-dire que toi, vu que maintenant tu as fait Everdark et Keto a fait Darwin, quand vous voyez une œuvre, vous dites ah mais il a fait les choses, vous voyez les choses différemment, j'imagine. Quand vous dépliez par exemple votre One Piece, votre Death Note ou n'importe quel manga, vous vous dites ah il a fait les choses comme ça et vous récupérez du coup par exemple comme tu disais l'ancrage, le découpage. Des choses comme ça, c'est ça? Maladif, en fait. Pardon, vas-y. Non, mais pour rapidement. Maladif, en fait, c'est-à-dire que j'arrive plus. Par exemple, si j'ai un collègue qui me prête une BD, je vais mettre une plombe à la lire. Parce que déjà, je vais m'arrêter à chaque case, regarder tous les détails, comme tu dis, décortiquer. Pour moi, c'est un côté un peu pervers, presque. Je me fais violence pour avoir une première lecture en tant que lecteur lambda et ensuite je le regarde en tant que professionnel. Pour regarder un petit peu tous les détails et tout ça. Mais il y a toujours ce côté, tu vois, sur la première lecture, on va s'arrêter, on va se dire, mais comment il traite ça? Moi, je le fais par exemple avec les animés. Souvent, je viens sur un manga après avoir vu un animé. Et je me dis comment ils ont traité dans le manga certaines scènes pour voir sur les planches comment ça a été. Voilà. C'est assez compliqué. Je sais pas si toi ça te fait pareil. Mais c'est vrai que moi, ça devient dur de lire des œuvres et de kiffer comme un jeune lecteur en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, à chaque fois, j'ai le scan qui revient et j'arrive pas à kiffer la série pour ce qu'elle est en fait. Ouais. Maintenant, je scanne tout. Mais après, c'est pas pour ça qu'il y a des scènes que je vais accrocher ou je vais prendre du plaisir à lire certains trucs. Mais c'est vrai que maintenant, c'est rare les séries où je suis en mode fanboy en fait. Maintenant, je suis plus en mode pro à prendre ce qu'il y a à prendre dans les séries, quoi. Ouais. C'est ça, dès que tu mets un pied dedans, en fait, tu
tu dis mais en fait tu vois plus, t'es plus fasciné par le côté pro derrière la production finalement que l'œuvre en elle-même. Je me pose des questions sur la réalisation. Par exemple, des fois il y a des techniques d'ancrage. Je fais mais comment est-ce qu'il a réussi à faire ce délié et tout machin, ou cette trame elle est trop belle, comment est-ce qu'il a réussi à la faire, elle rentre trop bien et tout. Donc c'est plus des questions que je me pose par rapport à la réalisation technique des auteurs. Ouais. Après, je pense que ça, c'est dès que quelqu'un a travaillé dans un domaine, dès qu'il met les pieds dans un domaine, il voit de suite, il voit directement comment ont été faites les choses, et il peut voir aussi la difficulté de faire une certaine action, etc. Donc du coup, pour toi c'est ton premier manga, toi c'est pas ton premier de ce que j'ai compris, mais du coup, plus vous allez acquérir en expérience, et plus vous allez vous dire, mais par exemple cette technique-là, je me demande comment il a fait, parce que c'est bien. Je veux dire, peut-être que vous allez vous arrêter sur des choses que nous, avec Wartox, on a des yeux plus candides. On va être plus en mode on voit l'œuvre, on va peut-être passer dessus. Et d'un côté, c'est bien aussi de voir l'aspect technique derrière le manga, quoi. Alors que nous, on est vraiment basé très sur l'œuvre et sur le scénario. Et potentiellement après, le dessin, une personne qui aime vraiment le dessin, qui aime l'art et tout ça, qui dessine un petit peu, effectivement, il va toujours regarder un petit peu l'aspect technique. Mais je les envie un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a ce côté naïf, on lit, puis voilà. Mais moi, j'y arrive pas en fait. C'est-à-dire qu'une BD, je vais mettre une plombe à la lire parce que je vais m'arrêter sur les détails. Non, et puis je pense que c'est pareil aussi pour vous deux. C'est qu'il y a pas mal de moments, je pense, que quand vous avez écrit vos tomes, je pense que vous avez dit, non, là, il manque des choses, mais j'ai peut-être pas le temps, ou il y a peut-être des choses que j'ai pas réussi à faire comme je voulais. Vous, ça doit vous trigger, mais d'une violence, ça doit être inouï. Et je suis sûr que moi, les Armal, en les lisant, on est passé à côté, mais c'est passé, mais smooth de ouf, c'était genre. C'est sûr. Après, il faut savoir que quand vous avez un planning à respecter, en fait, au Japon, il y a des assistants. Après, voilà, il y a un truc important à dire. Il faut savoir que beaucoup de jeunes pensent que le Shonen Jump, on va dire, c'est ce qui est le plus. On va dire, c'est le prestige, le Jump. Faire 20 pages par semaine, peu d'auteurs. La majorité des auteurs au Japon, en fait, sont dans des mensuels, ils font 30 pages par mois. Le Jump, c'est le prestige. C'est là où il y aura les plus gros blockbusters, certes. Mais nous, en France, il ne faut pas nous demander de faire comme dans le Jump, sachant qu'on est tout seul. C'est impossible, en fait. Oui. Donc nous, en fait, on essaie de faire au mieux au niveau du planning. Et moi, en tant qu'auteur, quand je vois un tome et que je passe à l'autre, que je regarde l'ancien, je le trouve dégueulasse. Parce que je sais que j'aurais toujours pu faire mieux. C'est sûr. Mais le planning, en fait, c'est votre bête noire. Vous avez des deadlines à respecter. Toujours, on a une marge de progression, en fait, qui est illimitée. Moi, je regarde mon tome 1, je regarde aujourd'hui mon tome 7. Mais déjà, il y a des trucs qui n'a rien à voir au niveau de l'ancrage, de la technique. Et ça, en fait, c'est ce qui est frustrant pour un auteur. On avance, on sait qu'on fait de la merde des fois sur certains trucs, mais il y a le planning qui est là, on est obligé d'avancer et de se dire, ok, là, c'est pas, on va dire 100% comme j'aurais voulu, mais il faut que ce soit d'un niveau suffisant pour que le lecteur y prenne son pied et qu'on ait fait le job et on essaiera de faire mieux au tome d'après, voilà. Mais on donne le meilleur de nous-mêmes à l'instant T. Mais faire le tome parfait, ça n'existe pas. Ça sert à rien de se flageller, à se dire, ah là, j'ai fait de la merde. Oui, mais t'en feras encore en fait. Donc avance, parce qu'aujourd'hui, pour avoir de la visibilité en tant que série française, c'est chaud. Donc si tes tomes, ils mettent 2 ans à sortir, c'est déjà mort pour toi en fait. T'as des My Hero qui sortent tous les 2 mois maintenant. Donc toi, à côté, quand tu représentes 0,001% du marché, t'as intérêt à sortir tes tomes vite et qu'ils soient de qualité. Donc voilà, notre problème dans la créa française, c'est la visibilité, voilà. Et aujourd'hui, pour en finir, c'est Dreamland, qui est une série qui a 21 tomes aujourd'hui. C'est une des séries fleuves en manga français. Si la série a marché, c'est surtout par le bouche à oreille des lecteurs au début. En 2006, c'est sorti. Donc voilà, si vous voulez soutenir la créa française, soyez curieux, lisez. Si vous avez acheté, si ça vous a plu, achetez. Mais si ça vous a pas plu, pas de souci. Ça veut dire que notre œuvre ne vous est pas destinée. Vous n'êtes pas la cible, pas de souci. Mais soyez curieux. Et après, si ça vous a plu, le bouche à oreille, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à la créa française. Voilà. Et c'est vrai que, je vais peut-être poser des questions, peut-être dû vous les poser dès le début, mais déjà, est-ce que vous pouvez aussi résumer vos histoires, parce que c'est vrai que vous avez, ça aurait été quand même pas mal de le poser dès le début peut-être. En effet, ouais. Après, on est parti sur des aspects techniques d'entrée de jeu et on n'a pas. C'est vrai qu'en fait on a brûlé un peu l'étape, mais bon, ça arrive. Nous on est en roue libre, il faut nous driver. Ouais, c'est ça. Mais bon, l'objectif c'est quand même que vous présentez aussi ce que vous avez créé, parce que voilà, c'est aussi un travail de création qui est assez énorme. Voilà, si jamais vous voulez présenter. Et du coup aussi nous dire comment actuellement vos mangas sont vendus. Sur quelle plateforme, tout ça, etc. Et comment on peut les retrouver vos mangas actuellement. Ouais, il y a quel prix aussi. Oui, après, c'est dans toute les librairies déjà spécialisées. En Kama, ils sont assez visibles, ils sont un petit peu partout.
Ensuite sur les plateformes, forcément les grands Fnac, Amazon et tout ça. Après, Dispo partout en fait. oui, partout en fait. Sur les chaînes, les librairies, partout. Voilà, partout franchement. Et si le libraire l'a pas, il peut le commander. Hein. Moi par exemple, Everdark c'est Achète Livre derrière. Achète Livre, il livre les chaînes et les librairies en 48 heures. Hein. Donc en Kama c'est peut-être différent, mais les mangas, normalement c'est en français, c'est dans tous les pays francophones, hein, normalement. Ok, d'accord. Et partout. Oui, après c'est disponible partout. Après sur internet, il suffit de taper Everdark Darwin. Après, moi, je l'ai trouvé sur le stand Cultura, du coup, tout à l'heure. Pour ceux qui sont sur place, du coup, n'hésitez pas à aller sur Cultura, parce que du coup, voilà, les livres sont disponibles. C'est ça, on vous fera le pitch là-bas, du coup, s'ils sont pris par le temps. Hein. Oui, c'est ça. Oh non, en soi, on a allez-y, on a 5 minutes. Ouais, si vous voulez. je pense que c'est vraiment faut important. vendre son... Allez-y. Ouais, vous avez la scène, c'est le moment. Après, on est sur du shonen neketsu très typique, hein, c'est-à-dire Darwin, un jeune adolescent qui grandit, qui cherche ses origines, qui habite sur une archipel très isolée, puis un jour il va trouver un artefact qui appartenait à son ancien peuple qui a disparu. Et malheureusement, en découvrant l'artefact, il brise donc l'objet en question et il y a une partie du fragment qui tombe entre de mauvaises mains. En gros, c'est une secte mal intentionnée. Et donc après, il va sortir de son archipel pour essayer de récupérer le fragment. Et puis ensuite, il va tomber carrément dans toute une aventure qui va le dépasser au début. Et ce qui est un petit peu la force de la série, c'est-à-dire que le héros, au début, en fait, l'artefact lui donne des pouvoirs. C'est jamais les mêmes. Ils sont limités dans le temps, en fait, et temporaires, et c'est jamais les mêmes. Donc en fait, le lecteur va toujours avoir de la nouveauté, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais en créant Darwin, c'était toujours stimuler le lecteur, le tenir en haleine. Et donc forcément au début, ça va être des débuts un peu catastrophiques pour lui, mais il va se faire la main très rapidement. Et, voilà, après je vous... Bon, faut pas trop en dire non plus. Je m'arrête, bon. Après, moi, Everdark, pour vulgariser au max, on va dire, c'est une lutte pour la survie. La Terre telle qu'on l'a connue est morte, donc elle est devenue inhabitable. Donc du coup, le reste de l'humanité a créé des archipels artificiels dans le ciel, du coup. Et il y a un empire pour... coloniser de nouvelles terres qui seraient dans les nuages, parce que les terres là où ils sont vouées à s'effondrer. Ils ont fait le choix d'utiliser ce qu'on appelle l'énergie des veilleurs, qui est une énergie d'ancienne divinité. Mais dès le chapitre 1 d'Everdark, il y a un personnage qui s'appelle Nier qui s'oppose à ce qu'on utilise cette énergie, car il juge que c'est une énergie qui est trop dangereuse. Donc voilà, le début part sur ça. Nier cherche à sanctuariser l'énergie des veilleurs et on sait pourquoi par la suite. Voilà. C'est trop bien résumé. Oui, j'aurais jamais dit mieux. Effectivement. On sent l'expérience. Ah là ouais, non mais là... Bah écoutez... c'est bien, tu vends bien ton œuvre. Je sais pas, les gens le diront. Bon, en tout cas, merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous, ouais. Puis, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Oui, Stand Cultura, juste là-bas. Voilà. Stand Cultura, du coup. Allez, et du coup, peut-être la suite quand même pour vous, alors rapidement, hein, mais la suite pour vous, qu'est-ce qui est prévu là dans les prochaines semaines, mois à venir? Peut-être des salons, peut-être d'autres sorties de tomes, je ne sais pas. Japan Expo dans 2 semaines. Et moi je travaille sur mon tome 7. L'arc 1 chez Pika Edition sera en une dizaine, 11 tomes. Et si Pika me signe la suite derrière, j'ai la suite, hein, tout est prêt, tout est écrit. Donc voilà, pour moi, let's go quoi. Ok. Moi personnellement, je suis en train de travailler sur le 3e. Le 2e est déjà terminé, il sort en octobre de cette année. Voilà. Donc je suis sur le 3e. Pour l'instant, on est parti sur 4 tomes avec Ankama, donc un premier arc scénaristique. Et ensuite, au niveau du planning, la semaine prochaine, le samedi prochain, je suis à Manga d'Occasion, la librairie sur l'île. Et ensuite, Japan Expo, voilà, le temple, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? C'est pareil, je vous suis vous deux, mais bon... Instagram, Keto Valero, __ Darwin. Voilà. Moi, Insta, Twitter, Roro Le Maire ou Romain Le Maire, vous tapez, vous me trouvez facilement. Et de toute façon, il y a les réseaux sociaux qui sont sur la couve derrière pour ceux qui ont le tome. Mais voilà, vous me trouvez facilement, Romain Le Maire, j'ai gardé mon blaze. Donc, nickel, pourquoi changer quand on peut faire simple et que ça marche bien? C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous. Allez, bon salon, amusez-vous bien. Bon festival en tout cas. Pareil, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ah voilà, si jamais, voilà, vous pouvez les voir du coup de plus près. Vas-y, la régie, fais-toi plaisir. Voilà. Alors de base, pour la petite anecdote, on voulait les faire dédicacer, sauf qu'on n'a pas de crayon malheureusement. Donc écoutez, ça se fera une prochaine fois. On n'a pas de crayon, donc je voudrais bien, hein, je serais trop chaud, mais bon. Écoute, je vais chercher un stylo, je reviens, je te le fais quoi. Allez, vas-y si tu veux. Ouais, écoutez, on consomme. Hop. Bon, enfin, c'était super intéressant. Alors, comme dit, moi, je suis quelqu'un qui vraiment je connais
je dirais pas trop mal les mangas, mais c'est vrai que tout ce qui est le processus de création, c'est pas quelque chose qui voilà, était quelque chose auquel je m'intéressais, hein. C'est bête, mais... Après, je pense qu'on est toujours loin de se douter de ce qui se passe derrière la scène, quoi, tu vois. C'est ça. Et puis c'est vrai que le manga français, c'est tellement différent du manga étranger, enfin surtout japonais, en fait. C'est normal, c'est-à-dire que nous, déjà, c'est pas forcément notre culture de base, c'est-à-dire nous, on s'y intéresse beaucoup, on achète beaucoup de mangas, mais derrière, je pense que aujourd'hui, c'est encore assez récent, le fait que, on va dire, on ait une scène française exposée au public, tout du moins pour le manga, du coup, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être plus simple, il y a peut-être plus d'investissement, parce que finalement c'est ça le nerf de la guerre, hein, c'est l'investissement, il y a peut-être des gens qui vont y consacrer parfois des studios, etc. Donc du coup, je pense que c'est deux choses aujourd'hui qui sont très différentes et on ne peut pas vraiment les comparer, tu vois, entre eux, comment ça se fait au Japon, comment ça se fait en France. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même une certaine visibilité nouvelle, on va dire, sur les mangakas français, quoi. Ouais. Et on va voir notre prochain invité, là. Ils sont en train de ils sont arrivés. Ils sont en train de se dire bonjour. L'ambiance c'est très cool, hein. C'était un peu, ça me rappelle un peu les comics hier, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. C'est un peu ça. On répète, c'est des petits milieux, mine de rien. Oui. Nous, ça nous paraît gigantesque de l'extérieur, mais en fait, c'est des milieux où tout le monde se connaît plus ou moins, à part les nouveaux, du coup, qui doivent eux faire leur place. Mais c'est vrai que ça reste quand même des petits milieux. Et du coup, alors est-ce qu'ils vont nous voir? Fédois, Louis, vous pouvez venir. Fédois et Louis. Fédois, vous pouvez venir, hein, on vous attend, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est aussi revoir les amis. On en parlait justement, hein, que voilà, tout le monde se connaissait de plus ou moins et que... Bon, déjà, comment ça va? Ça va super. Ah, super, passez un bon festival? Ouais, c'est trop chouette. C'est la deuxième fois que je viens à Japan Tour, c'est vraiment une super convention, j'adore. Ouais, deuxième fois déjà? Ouais. Ah, par contre, il faut bien parler dans le micro. Ouais, n'hésitez pas, voilà, vous m'entendez là? C'est chez nous, on dit ça, c'est manger le micro, voilà, soyez bien en face du micro, n'hésitez pas. S'il y a une phrase à retenir ici, c'est manger le micro. Voilà. Donc les gens qui partiront du Japan Tour, n'oubliez pas, on mange les micros, enfin non, bref, c'est une autre histoire. Ok. Et du coup, on est parti? Ouais, vas-y. Ouais, mais du coup, comment vous allez déjà? Bon, ça, c'est déjà une question que j'ai déjà posée. Du coup, Fédois, Just Louis, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, ce que vous faites, votre parcours? Bien sûr. Alors, moi, je suis d'abord traductrice de manga depuis 2001. Donc voilà, ça a été mon travail à plein temps pendant plus de 20 ans. Ouais. Je travaille toujours d'ailleurs pour plusieurs éditeurs de manga, Glénat, Kyun, Pika, etc. Donc voilà, j'ai travaillé sur des petits titres pas très connus comme Dragon Ball, Seven Deadly Sins, Jujutsu Kaisen. Voilà. Ça va. Mais moi, mon rêve, ça a toujours été d'être auteur de bande dessinée et plus précisément mangaka. Donc il y a 3 ans, je me suis enfin lancée en auto-édition et maintenant je suis à mi-temps entre la traduction et le manga. J'ai sorti mon premier titre, Pilgrim, un one-shot, en auto-édition, donc suite à un financement participatif l'année dernière. Voilà. Très bien, du coup, si vous passez à... Et bonjour, moi c'est Louis, auteur de manga également. Et ça fait 3 ans que je me suis lancé en auto-édition avec une série d'histoires courtes inspirées de contes et légendes ouest-africaines. Donc je raconte le folklore ouest-africain, je raconte les mythes et les légendes qui m'ont bercé étant jeune, mais version manga. Et récemment, j'ai signé cette même série, ou en tout cas la suite de cette série aux éditions Glénat. Donc les prochaines histoires, les prochains tomes seront à apparaître aux éditions Glénat. Série complète en 5 tomes. 5 tomes, du coup. Et le premier est sorti la semaine dernière, mercredi. Donc là, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Et c'est déjà un succès. C'est déjà un succès. À skip. En tout cas, j'aime beaucoup la patte graphique, en tout cas. Merci. Du coup, tu disais, Fédois, toi, tu as fait ça en auto-édition par crowdfunding? Oui. Et cette histoire, du coup, ça fait quelques années quand même qu'elle te trotte en tête, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Alors, mon scénario principal, en fait, j'ai commencé à y réfléchir depuis 2002, donc ça fait un petit paquet de temps. Ouais. En fait, j'ai commencé la traduction et à travailler sur mon scénario à peu près en même temps, mais très vite, en fait, la traduction a pris le pas et j'ai plus du tout le temps de dessiner. Et c'est pour ça que je l'ai un petit peu mis de côté, mais il est toujours resté dans mon cœur déjà, et puis dans un coin de ma tête. Et en fait, en 2019, j'ai la fin de mon histoire qui m'est venue, quasiment 20 ans après.
Et ça a été comme un déclic. Je me suis dit, ah mais du coup j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin, il va falloir en faire quelque chose. Et c'est tombé juste pendant le premier confinement. Je me suis dit, mais j'ai du temps pour dessiner, c'est magnifique. Et comme en fait c'était la première fois que je reprenais un petit peu les crayons sérieusement, j'avais beaucoup à réapprendre, j'avais pas le niveau graphiquement, donc je voulais pas me lancer dans mon scénario principal pour essuyer les plâtres. Donc j'ai fait un manga d'entraînement, c'est un préquel, donc c'est ça Pilgrim. C'est une histoire qui se passe 5 ans avant mon scénario principal. Et ça a été un test à tous les niveaux parce que voilà, j'avais jamais vraiment fait de planche, il fallait que je m'essaye à la narration, que je reprenne un niveau un peu plus correct en dessin. Et puis voilà, honnêtement, je pensais que ça allait aller nulle part. Je l'ai publié en lecture en ligne gratuite sur mon site. Et petit à petit, il y a une communauté qui s'est créée autour du projet. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire un financement participatif qui a bien marché. Ah oui, donc t'as réussi. Comment tu as réussi justement à fédérer une certaine communauté pour que le crowdfunding... Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Déjà, ce que j'ai testé, c'est que j'avais déjà pas mal d'abonnés sur Twitter pour la traduction. Et je me suis dit, j'ai pas envie de partir parce que c'est pas du tout le même public en fait. J'avais essayé de poster un petit peu des dessins des fois sur mon compte Twitter traduction et je voyais que ça intéressait pas ce public-là, ce qui est normal, ils me suivaient pas pour ça. Donc j'ai créé d'autres comptes. Je me suis fait un autre compte Twitter, je me suis fait un compte Instagram pour voir si en partant de zéro, ça allait pouvoir intéresser les gens, même les gens qui me connaissaient pas. Vraiment, je suis sous pseudo machin. Et il se trouve que voilà, petit à petit, il y a des lecteurs qui se sont mis à me faire des retours sur mon histoire. Alors vous imaginez une histoire que j'avais en moi pendant 20 ans, là tout d'un coup, le confronter au public et que le public soit content, c'était absolument génial, c'est un bonheur infini. Et quand j'ai lancé effectivement cette campagne de financement participatif, je pensais que ça allait pas marcher, mais du tout. Mais je pense que pour le coup, j'ai été partagée par les bonnes personnes. Voilà, que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, je remercie vraiment tous ceux qui ont cru à mon projet, les comptes les plus gros comme les plus petits, il y a vraiment eu une grande solidarité autour du projet et voilà. En tout cas, Pilgrim, on peut le lire sur Internet si j'ai bien vu. Oui, on peut le lire sur Internet et puis maintenant il y a un volume relié aussi, avec des bonus exclusifs à la fin. Oh, c'est beau. Moi j'ai lu sur Internet, donc écoute, ça va partir, ça je sens. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié de lire Pilgrim. En tout cas, merci beaucoup. C'était plutôt sympa. Ça fait plaisir d'avoir des retours parce que je me rends compte que mon histoire arrive à toucher les lecteurs malgré toutes les maladresses graphiques que je peux avoir et j'ai envie de dire c'est modeste. Tu es modeste, je trouve. Ah non, je suis lucide vraiment sur mon niveau. En plus, je suis à côté d'une brutasse comme Louis, voilà. Mais je try hard et je vais vraiment tout donner pour arriver à un bon niveau de dessin. Et puis voilà, quand je serai à ma série principale, je serai enfin fière de ce que je fais. Parce que pour l'instant, tu n'es pas fier de ce que tu fais pour l'instant ? Graphiquement, c'est compliqué. Graphiquement, pas encore. Mais j'adore mes personnages, donc ça compense. Elle le vend très mal, Shindo, mais c'est très joli ce qu'elle fait. C'est adorable, merci. Et du coup, on va passer à toi, Louis, par rapport à Red Flower Stories. D'où ça vient, Red Flower Stories ? D'où ça vient ? Ouais, d'où l'inspiration ? Est-ce que c'est... Alors, de tout ce qui m'intéresse en général. Donc j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, j'ai passé presque 20 ans au Ghana. Et donc ça va être un peu toutes les histoires qu'on m'a racontées quand j'étais gosse, les mythes, le folklore, les légendes ouest-africaines en fait qu'on m'a racontées, des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Toutes les histoires sont inspirées de ces choses-là et je vais les romancer, bien sûr, c'est du manga, donc il faut de l'action, il faut de l'aventure, il y a de la fantaisie, il y a des gorilles géants, même si j'en ai jamais vu. Mais voilà, toutes les histoires en fait viennent de quelque part qui m'est très, très personnel. On a les motifs avec lesquels j'ai grandi, on a les baobabs, on a la savane, on a la jungle, on a des tenues traditionnelles, on a les bijoux en fait que mettaient les chefs dans la tribu de mon père. Et donc tout ça, j'en ai fait un fond graphique sur lequel je peux raconter des histoires qui ne sont pas que des histoires africaines, mais qui au final sont des histoires universelles, on va dire. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que c'est des histoires que tu as entendues quand tu étais plus jeune, que tu as réadaptées avec tes personnages à toi. Voilà, une touche de modernité, on va les adapter un petit peu au manga, forcément il y a des codes qui sont différents, mais ça reste vraiment des contes, ça se lit comme des fables. En fait, je suis un grand fan des contes de La Fontaine, les fables de La Fontaine, des mythes, l'Odyssée d'Homère, l'Iliade, tout ça. C'est les choses avec lesquelles j'ai grandi. Et aujourd'hui, j'essaye un petit peu, à ma manière, de participer à cet héritage-là. Ok. Du coup, non mais
Moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a assez, alors je voulais dire choqué, mais non, plutôt qui m'a marqué. C'est vraiment le fait que c'est le format que je trouve super intéressant, moi. C'est pas un format que j'ai l'habitude vraiment d'avoir dans les mains. Et vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, les pages sont, je sais pas comment dire, c'est plus grand, c'est pas pareil parce que je suis un très grand habitué au manga, mais j'avoue, tout ce qui est BD, livres et tout ça. C'est pas moi. Ouais. Écoute, le format, c'était un manga entre une les erreur. Si tu veux tout savoir, c'est pas censé être comme ça. Ah, et quand je venais d'arriver en France, en fait, moi, je connaissais pas grand chose au manga, en fait. Donc, je voulais imprimer mon propre bouquin. Je savais pas si le format d'un manga normal était possible en imprimerie en France. Donc, j'ai voulu tabler sur du A5 parce que c'est un format que je connaissais, qui au final est un format perfect, on va dire, dans le manga. Mais donc je suis parti là-dessus et après c'est vrai que ça a le bénéfice de faire un objet un petit peu à part, c'est un objet un peu hybride. Les gens vont dire voilà, les pages sont plus grandes donc on peut mieux regarder les dessins. Au final ça me sert, mais c'est vrai que si je devais tout refaire aujourd'hui, je partirais directement dans un manga plus classique en termes de taille. Parce que je sais qu'il y a des lecteurs des fois que ça va choquer un petit peu, ils sont pas sûrs que c'est du manga, mais je vous assure que oui c'est le cas. Mais du coup dans l'erreur au final c'est vrai que tu t'en tires du positif au final, du coup ça fait quand même... T'en tires du positif au final de cette... Oui, voilà, non mais après, comme Shindo et moi, on a commencé en auto-édition, en fait, je pense que les erreurs dont elle parlait tout à l'heure, je pense qu'elles font partie du charme de l'auto-édition, c'est-à-dire que les lecteurs qui ont le plaisir de nous suivre depuis des années maintenant dans notre travail, en fait, ils vont avoir le plaisir de nous avoir vu évoluer au fur et à mesure de nos tomes. En fait, ils disaient, ouais, à l'époque, voilà, le format c'était comme ça, le dessin c'était comme ça. Aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur. Maintenant, j'ai signé chez Glénat, il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent, mais ça n'a rien à voir. Le dessin du nouveau tome chez Glénat et le dessin dans le premier tome, il y a un monde entre les deux et je pense que ça leur fait plaisir de savoir que non seulement ils nous ont suivis, mais c'est eux qui nous ont permis de faire tout ce cheminement à travers leur soutien, à travers les financements participatifs. Donc je trouve que ça fédère de la communauté, je trouve que ça fédère un soutien qui est très intime entre les auteurs et la communauté. Donc moi, oui, j'aurais préféré un autre format, mais au final, je trouve que ça me convient très bien de commencer comme ça. Ça fait partie du jeu, ouais. Ça fait partie du jeu, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des inspirations sur des œuvres déjà existantes? Du coup, est-ce qu'il y a certaines œuvres qui vous ont inspiré, ne serait-ce que pour franchir le pas de faire le manga, ou alors même sur vos personnages ou sur le design? Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont inspiré du coup? Moi, quand j'étais petite, le manga n'existait pas en France. Oui. Parce que c'est arrivé au milieu des années 90. Ouais. Donc moi j'ai d'abord eu tout un tas de références franco-belges et ensuite j'ai eu ma grande claque, Dragon Ball, comme beaucoup de monde. Et la première fois que j'ai tenu un manga de Dragon Ball entre les mains, je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire. C'est le format de narration qui me permet, que j'ai envie de m'exprimer de cette manière-là. Et donc j'ai totalement switché, ça c'était en 95, je me suis dit allez, je serai mangaka. Donc je ne peux pas ne pas citer Dragon Ball parce que c'est quasiment toute ma vie. Donc c'est vraiment la base sur laquelle je me suis construite en tant qu'artiste. Et évidemment, ensuite, d'autres artistes sont venus enrichir tout ça. Si je devais en citer que deux autres, c'est très compliqué. Hein, mais oui, voilà, c'est difficile comme exercice, je le sais très bien. Mais disons que la plupart du temps, les gens me le disent en voyant mes dessins et disent « Ah, on dirait du Togashi ». Donc voilà, je cite, évidemment, je rends à César qui est à César, Yoshihiro Togashi, est l'auteur de Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Et sinon, plus récemment, ma grosse inspiration de cette dernière décennie, on va dire, c'est Nakaba Suzuki, l'auteur de Seven Deadly Sins. Ouais, d'accord. Du coup, pour toi, Louis? Alors, mon manga, c'est clairement Naruto en Afrique. Et donc... Non, je rigole. En vrai, moi j'ai découvert le manga assez tard aussi, pour des raisons différentes. C'est que j'ai grandi au Ghana, donc j'ai passé 20 ans là-bas. Ouais. Et là-bas, malheureusement, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le manga tout court. Donc je connaissais déjà la BD, un peu pareil, du fait que voilà, ma mère est française. Donc on avait Tintin, on avait Astérix à la maison, parce que maintenant c'est nécessaire. Mais j'ai découvert le manga à travers One Piece. C'était un pote qui m'a montré, c'est mauvais hein, mais les scans de One Piece en ligne. Et donc j'ai découvert le manga à travers les scans. Et n'ayant en fait rien d'autre, en fait j'ai dévoré tous les scans aussi vite que je pouvais. Ça m'a complètement bouleversé en termes narratifs. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? J'avais jamais été aussi agrippé par un récit, j'avais jamais été aussi intéressé par une histoire que quand j'ai lu du manga. Et là je me suis dit mais en fait moi je veux raconter pareil, je veux faire des histoires pareilles. Et j'ai déménagé en France pour faire ça. Donc on peut dire que One Piece m'a fait déménager en France pour me lancer dans le manga. Donc j'ai fait la transition en
2015, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, je me suis installé en France. Et là, j'ai commencé à dévorer en fait tout ce qui me tombait sous la main en termes de références. Donc, j'ai pas vraiment de manga nostalgique avec lequel j'aurais grandi parce que j'ai rien lu quand j'étais gosse. Mais par contre, aujourd'hui, mes plus grandes références, ça va être plus du Vagabond, plus Vinland Saga, des choses comme ça, L'Habitant de l'Infini, le Samouraï Bambou, des références un petit peu comme ça. Même si je suis passé par les grands classiques de Naruto, Bleach, Shaman King, tout ça. Et que je regarde un petit peu à droite à gauche, au final, on va prendre ce qui est intéressant chez tout le monde et on va essayer de se l'approprier et on va essayer d'en faire quelque chose de nouveau et avec un petit peu de chance d'intéressant. C'est quand même super intéressant parce que vous avez tous les deux une œuvre qui finalement est culte aujourd'hui, qui vous a à un moment donné parlé et vous a dit ce format, c'est mon format, j'ai envie de travailler là-dedans, j'ai envie de faire ça. Et peu importe le temps que ça a pris, parce que finalement vous avez des parcours assez différents, mais finalement vous avez à un moment donné eu des empêchements, que ce soit cause professionnelle ou parce que notamment toi au Ghana tu n'avais pas du coup la source d'information qu'on avait en France ou pour les formations, etc. Mais du coup vous êtes quand même allé au bout de votre démarche et ça je trouve ça super impressionnant et en vrai en tout cas pour Pilgrim, en tout cas j'ai bien ressenti qu'il y avait une réelle passion derrière. Moi, j'ai vraiment adoré en tout cas lire Pilgrim. Merci beaucoup. Alors pour Red Flower, je te l'ai acheté tout à l'heure. Je suis passé te voir. Merci. En tout cas, je vais aussi le dévorer. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de le dévorer aussi. Écoutez, moi, c'était voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Quoi. Ça a l'air vraiment. Ça m'a l'air vraiment très bien. En tout cas, et pour Pilgrim, pareil, la suite. J'attends avec impatience. Écoute, voilà, Pilgrim, c'est un peu une introduction à mon univers. Oui. Je voulais faire une histoire complète pour pas trop perdre le lecteur non plus. Là, je suis en train de travailler sur un deuxième one-shot qui sera avec les mêmes personnages parce que de toute façon, toute ma vie maintenant, je vais parler de cet univers-là. De deuxième one-shot. Et une fois que j'aurai fini celui-là, je passerai enfin à ma série avec mon scénario principal dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. C'est nickel. Est-ce que tu as des petites remarques à faire ? Moi, j'avais une question du coup parce que voilà, donc pour vous, le manga était entre guillemets une évidence. À peu près en tout cas, mais maintenant du coup que voilà, donc vous êtes à deux étapes un peu différentes chacun, mais voilà, vous commencez à avoir une idée fixe et savoir après où vous allez aller. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un objectif à terme de peut-être, je sais pas, le passer en animation ce manga, ou peut-être de même l'exporter déjà à l'étranger, ou est-ce que pour l'instant vraiment l'objectif c'est vraiment d'avancer aussi parce que c'est vrai que vous êtes un peu au début de la création, donc vous avez des années devant vous largement. Je pense que c'est pas tellement nous qui allons décider ça. Ouais. Déjà le projet d'animation, il faut que ça intéresse un studio, c'est quelque chose qui demande une équipe de fous et un budget de fous aussi. Donc moi personnellement, même si je voulais, je me dis ouais, je vais faire un animé Pilgrim, non, je peux pas, j'ai pas les sous. donc voilà, et puis je pense que c'était quoi les autres adaptations Sinon, ouais, ou sinon juste pouvoir même l'exporter à l'étranger. Ah oui, à l'étranger. Oui, ça, j'y pense pas tellement parce que je suis vraiment tellement focalisée sur ce que je fais. Par contre, moi, je peux annoncer que j'ai un projet de doublage de Pilgrim. Il y a une confrérie qui s'appelle la confrérie de la table basse qui est en train de faire une version audio en comic dub. Là, ils sont en train de finir d'enregistrer le chapitre 1. Et donc on va pouvoir présenter ça, une version avec donc des comédiens de doublage qui font les voix de mes personnages et c'est trop génial. Ça a l'air super intéressant en tout cas comme projet. On les connaît bien. Vous êtes tous les deux du coup en auto-édition en tout cas pour l'instant parce que du coup toi tu vas être édité, enfin tu as été édité, il me semble que ton livre est sorti en édition récemment. Mais du coup l'auto-édition, quelle difficulté ça a concrètement? Parce qu'aujourd'hui je pense que, je sais qu'on va dire probablement financier, là je me doute bien, mais est-ce qu'il y a des... quelles vont être finalement les grosses différences par rapport au quand vous allez écrire, quand vous allez dessiner? Finalement, c'est plus ça qui va moi m'intéresser. C'est qu'est-ce qui va faire la différence entre demain, dans ce cas-là, vous avez une édition, et dans ce cas-là, vous êtes auto-édité, donc j'imagine qu'il y a peut-être certaines libertés que vous pouvez prendre en plus. Enfin, peut-être que je me trompe après. Et du coup, je ne sais pas votre avis là-dessus. Notamment toi, Louis, qui a fait notamment une partie auto-édité et qui maintenant tu es en audition. Quelles étaient les divergences qu'il y a eu entre les deux? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Après, l'auto-édition ou l'édition classique, ça va dépendre du parcours et des envies et du rythme et du tempérament et de la capacité à produire vite de tout un chacun. En fait, un jeune auteur, moi, je conseille plus l'auto-édition parce que l'auto-édition, elle est extrêmement formatrice.
On va pouvoir se confronter à des problèmes logistiques de création de tomes, les formats, contacter les imprimeurs, recevoir les bouquins chez soi, ensuite les distribuer, la logistique de bouger les bouquins, aller en salon, trouver son lectorat, vendre les bouquins, se confronter à l'échec. Peut-être des fois on ne vend pas assez de bouquins. Il y a plein de choses en fait qui sont hyper formatrices qui vont faire qu'on va se remettre en question assez souvent. Est-ce que mon histoire elle est assez intéressante? Mais on a la réponse en face. Si le lecteur il te croise en salon comme là et il voit ton tome et il l'achète pas, ou il te dit l'histoire elle m'intéresse pas, et ben tu te remets en question. C'est une façon de procéder. Il y en a qui préfèrent passer directement chez les éditeurs, qui vont faire un dossier d'édition, aller voir un éditeur, éditer le manga, ça va sortir en librairie et là on va avoir un retour ou non sur les ventes et est-ce que ça a marché. C'est une autre façon de faire. Mais moi qui ai commencé en autodidacte, je voulais pas m'engager avec un éditeur parce que c'est très cher de produire du manga en France. Voilà. Donc je voulais vraiment commencer moi-même, créer ma communauté petit à petit. Comme on disait tout à l'heure, faire mes erreurs une à une. Je me suis trompé sur des réglages de pages, sur la taille du document. Bref, voilà. Ça me permet d'apprendre. Et puis aujourd'hui que je me sens prêt, j'ai signé avec Glénat. Et là, on a sorti un tome qui est très très clean pour un premier tome parce que j'ai pu faire toutes mes erreurs de débutant sur mes tomes et mes chapitres et mon travail en auto-édition. Là, je t'avoue que je n'ai pas d'autres questions. Toi, si t'en as d'autres? Non, bah écoute, honnêtement, non, pas plus que ça non plus. Moi, en fait, j'étais super intéressé surtout parce que du coup, en fait, vous êtes à une étape, vous êtes chacun à 2 étapes très différentes de votre manga. Du coup, c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est vrai que l'auto-édition, c'était quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure avec Keto et Romain. Et du coup, voilà, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est totalement différent. Même si, allez, j'ai une dernière question. Comment on peut se faire connaître du coup? Vous avez parlé un peu chacun de votre côté, mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que peut-être que les salons est une des meilleures solutions? J'imagine que voilà, ça peut aider. Mais c'est pareil, les salons c'est aussi un budget, l'hôtel, des frais, etc. Comment vous êtes fait connaître du coup, vous de votre côté? En faisant des podcasts avec Streamlab, Voilà. Futuroscope, devant un public enjaillé. La foule en délire. Ouais, clairement. Non, je dirais principalement les réseaux sociaux et les salons. Parce que oui, c'est vrai, c'est un budget, être exposant en salon. Mais alors, personnellement, je suis encore à une étape où je ne cherche pas à être rentable avec mon manga, je cherche des lecteurs. Donc même si c'est un investissement, il faut prendre ça comme ça. Et puis la communauté, elle fait que grandir. Au fur et à mesure des années, on revoit les mêmes personnes et tout, le bouche à oreille. Et fort heureusement, on vit à une époque avec Internet, tout ça, où on a beaucoup de moyens maintenant. On peut se faire connaître en ligne. Moi, comme je vous ai dit, j'ai mis mon manga sur mon site que c'est pas moi qui l'ai développé, c'est mon mari. Mais voilà, j'étais référencée nulle part. Mais juste en étant présent sur, moi c'est Instagram surtout. Ça a fini par trouver son public et aller à la rencontre physiquement des lecteurs en convention. Oui, je pense que c'est vraiment indispensable. Parce que même si on est... Moi, je suis pas en librairie, mais même les auteurs qui sont présents en librairie, le manga, il se vend pas tout seul. Est-ce que c'est un marché aujourd'hui en France qui est très concurrentiel, le manga? Il y a énormément de titres. Oui. Donc voilà, on a beaucoup de... Ouais, donc du coup, pour sortir du lot, c'est compliqué, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est un monde un peu impitoyable où il faut réussir à se faire sa place et à avoir toute la visibilité possible. Un petit dernier mot pour la fin. Est-ce que vous voudriez, alors pour toi, pitcher un peu ton univers, ton scénario, et après, Louis, peut-être une de tes histoires, potentiellement pitcher une de tes histoires de tes bouquins, ou alors parler de l'univers global de tes bouquins? Allez, je vous laisse n'importe. Écoutez, pour ceux qui sont curieux, mon travail c'est de faire des histoires de manga inspirées de contes et légendes ouest-africaines. Donc en fait, on est sur des récits d'action, d'aventure, de fantasy, de gorilles géants. Il y a du vaudou forcément, et il y a beaucoup d'histoires inspirées des contes de mon enfance. C'est une série en 2 tomes, terminée en 2 tomes. Plein d'histoires courtes. Et la suite de mon travail sera éditée chez Glénat. En fait, c'est une nouvelle série dans le même univers. On va conserver tous les mêmes personnages qu'on a découverts à travers cette série, mais cette fois-ci pour une histoire plus ambitieuse. Je raconte une histoire épique en 5 tomes, dont le premier tome vient de sortir aux éditions Glénat. Et là d'ailleurs, dans 5 minutes, je serai en dédicace sur le stand Cultura, en fait, pour la nouvelle série. Donc ceux qui veulent passer découvrir mon univers, j'y serai de 16h à 18h. Et après sur le stand 336, en dédicace jusqu'à 20h et encore demain.
Et donc moi je vous propose sur le stand 203 de découvrir Pilgrim. Donc c'est un one-shot dans mon univers qui est un univers de fiction inspiré par la Grèce antique. Avec de la magie, avec des pouvoirs, tout ça. On va suivre les aventures d'un jeune garçon, il est orphelin, il s'appelle Xenos. Il arrive dans un pays qui était en guerre contre le pays d'où il vient. Et puis il est considéré comme un ennemi là-bas, mais il est recueilli par le chef d'État qui voit en lui un haut potentiel pour la magie et qui va lui proposer d'entamer une formation pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques. Sauf que dans cet univers, les pouvoirs sont donnés par les dieux. Et le héros, lui, il vient d'un autre pays, il n'a pas la même religion. Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier du soutien des dieux de son pays d'accueil? Écoutez, merci beaucoup en Merci tout cas. beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment très sympa en tout cas d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Et écoutez, vous souhaite en tout cas une bonne fin de festival. Également. Merci, Et, et bah vous aussi. Et bien merci Merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Et au plaisir de se recroiser en tout cas. Ça marche. Au revoir. Ouais. Hop, du coup, qu'est-ce qu'on attend après du coup? De quoi? Qu'est-ce qu'on attend après du coup? Ouais. Après, je t'entends pas. Qu'est-ce qu'on attend après? Ah, excuse-moi. Alors, faut savoir qu'en fait, j'ai pas du tout de retour. En fait, j'arrive pas à t'entendre dans le retour. Alors, du coup, après, on entend. Faut savoir que du coup, on s'est pas compris du tout, mais c'est pas grave. Et du coup, on est parti. Du coup, voilà. Donc, on a encore 2 nouveaux invités qui arrivent. Okay, Le Doc et Flippies. Bonjour, bonjour, bienvenue. Installez-vous. Ouais, on n'a plus trop de place sur ce bureau. Hein. C'est pas facile. Voilà, prenez votre temps, installez-vous. Je meurs de rire. Et du coup, n'hésitez pas. Alors, du coup, voilà, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à manger le micro, c'est répéter ça à important, chaque voilà, fois, pour oui. que les gens vous entendent bien. Voilà, c'est Ça marche comme ça. Voilà. Là, Normalement, vous apprend à mettre au niveau du menton, là, c'est au niveau du nez, en fait. comme ça, voilà. Là, c'est comme ça, j'ai parfait. bien chaud à la bouche, c'est parfait. J'adore. Bon, comment ça va? Ça va très Ça bien. Là t'es bien là. C'est pas très naturel, mais ça va Ouais. aller hein, au fur et à Oui, mesure. tout à fait. Bon, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les gars, s'il vous plaît, en. Honneur à la personne âgée avec moi, enfin plus âgée que moi, pardon. Ah oui d'accord. Très bien. Alors je suis le Doc, j'ai une chaîne YouTube sur One Piece qui s'appelle One Piece Passion. Et là au niveau de la Japan Tour, je suis sur le stand d'Expo One Piece. On fait un musée One Piece. Tout ça en prévision d'un gros projet par rapport à ma collection One Piece. Ok. Que j'aimerais bien, que je suis en train d'essayer de faire valider par le Guinness des records. Bam. On peut pas dire que c'était pas efficace. Voilà. C'était clair, concis. À mon tour, du coup, il faut C'est que beau. je fasse aussi bien. Tout à fait. Donc, je m'appelle Maxime, je suis apprenti éditeur. J'avais une chaîne YouTube que j'ai un peu mis en pause. Et là, grosso modo, je suis plus conférencier amateur où je parle d'histoire du manga. Et là, par exemple, une conférence sur One Piece, sur tout ce qui va tourner autour du manga, que ce soit les mangas, l'univers en lui-même ou l'aspect économique sur le marché en France, par exemple. Ok. Ouais. Et je tiens à dire quelque chose. Coucou maman, je suis sur Internet. Attends, c'est quasiment coucou maman, je passe à la télé, mais sur internet quoi. C'est Ah, on passe à la télé aussi? non. Je voudrais bien, ça serait bien, mais bon. Maman, je malheureusement. suis pas à la télé. Ouais, je suis très fatigué. Voilà, Ah ouais je préviens tout de suite, je suis Non, très bah, fatigué. Ça va être folklore. Oh merde, il y a des gens qui partent. C'est normal, c'est les salons, c'est normal. Alors du coup, c'est votre premier salon en tant qu'invité ou vous avez déjà fait des salons On fait Japan Tour depuis 6 ans, je crois. Maintenant, Ah oui, c'est la 6e année. d'accord. On est des habitués, on adore. On est là tous les ans. On était à fidèle au l'autre poste. centre avant. D'accord. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, donc ouais. c'est vraiment vous avez connu le centre des congrès. Exactement. On était là sur la 3e édition. Oui, exactement, ouais. Du coup, votre univers surtout orienté One Piece, du coup, vous deux, ou toi, du coup, tu ferais vraiment sur tout le manga en général, quoi. One Piece c'est mon manga préféré, clairement, Ouais. j'adore. Voilà, j'aime l'univers, j'aime me plonger dedans, remarquer les détails. adore Ouais, One voilà. Piece aussi, hein. Mais quoi après, j'essaye d'être sur le manga en général aussi, encore une fois, sur cet aspect économique où j'aime beaucoup essayer d'analyser, voir sur l'histoire en fait et l'économie qui sont très liés, voir comment ça arrivé en France, comment ça a évolué, pourquoi en ce moment ça cartonne, par exemple. Et du coup, pourquoi en ce moment? Pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a plusieurs raisons. C'est des grosses raisons parce que c'est toujours difficile de donner toutes les raisons précises sur un phénomène aussi Oui, aussi large que vaste. ça, ouais. Je dirais qu'il y a les premiers fans déjà qui ont connu avec le Club Dorothée à l'époque, qui sont plus vieux, voilà, et ont des enfants maintenant. Et donc, contrairement aux premiers parents de ces enfants-là qui disaient voilà, les mangas c'est violent, c'est pas bien, les parents sont prescripteurs de mangas d'une part.
ils lisent toujours du manga, mais il y a cette nouvelle génération en plus, donc le lectorat augmente. Il y a le fait que ça devient une culture de masse, au même titre que des séries américaines. Maintenant, il y a des passionnés de séries, par exemple, mais globalement, il y a plein de monde qui regarde des séries ou des films et qui n'est pas particulièrement cinéphile, ou je sais pas comment on dit, sériephile, je sais pas. Et le manga, c'est en train de devenir ça. Il y a toujours un noyau dur de fans vraiment de manga, de BD japonaises. Mais il y a plein de personnes qui lisent ou regardent des animés de manière comme ils regarderaient Game of Thrones par exemple ou le dernier Marvel au cinéma. Oui, donc ils sont plus dans une démarche, on va dire, assez mainstream, c'est-à-dire que exactement. On a après c'est vrai que vu que c'est aussi la culture populaire maintenant, c'est vrai que c'est quand on compare à il y a quelques années de ça, c'était peut-être beaucoup moins répandu, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un phénomène où je pense que ne serait-ce que par exemple les personnes qui sont au collège, au lycée, il y a quand même une part non négligeable aujourd'hui de personnes qui regardent et consomment l'animé et le manga de manière beaucoup plus régulière, en tout cas que par exemple, en tout cas moi à mon époque, c'était, je suis pas très vieux, attention, hein, en fait, me vieillissez pas, mais où il y avait finalement assez peu de personnes qui, en tout cas, tout du moins en parlaient, alors que maintenant c'est vrai que ça a une scène. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Sur l'exemple du collège, par exemple, je suis pas très vieux, j'ai même pas 26 ans. Moi, je suis vieux, je peux en parler. Hein. Parce que je vous vois entre vous deux là. À la rigueur, je vous laisse, il n'y a pas de problème. Même pourtant, non, mais je pense que toi-même, déjà dans la première génération de fans, tu l'as vécu. Mais même moi, pourtant, qui suis moins vieux, faut le dire, mais quand j'étais au collège, c'était il y a à peine 15 ans, lire des mangas, je m'en vantais pas parce que c'était sujet à des moqueries, c'était un truc de geek, de personnes reclus. C'était il y a pas longtemps pourtant. Et maintenant, tout le monde attend le dernier épisode des SNK sur Netflix comme le dernier épisode de Game of Thrones. Non mais voilà, c'est parce qu'on a quand même 20 ans de différence. Moi, à mon époque, je devais me cacher pour regarder les trucs du Club Dorothée parce que j'étais considéré comme un attardé. En plus, j'étais très geek, je faisais du jeu de rôle à l'époque, absolument. Je m'intéressais pas aux mobilettes, je m'intéressais pas aux filles et tout. J'étais qu'un débile profond à regarder Récréa 2, Club Dorothée. On devait se cacher. Je me rappelle avec mes potes, on regardait les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball. Et le jeudi matin, quand on arrivait au collège, on se réunissait dans un coin pour dire ce qu'on avait aimé, pour pas que les autres nous entendent, parce qu'on était montrés du doigt. Ah non, c'est exactement ça. De toute façon, l'évolution de la perception des gens par rapport au manga, enfin, on le voit juste là, en face de nous, là. Vu le nombre de personnes qui se déplacent pour un événement, alors bien sûr, il n'y a pas que de. Pour les conventions en général, peut-être. C'est vrai dans les conventions générales, mais là du coup on va parler de la Japan Tour parce qu'on y est en ce moment même, donc c'est plus simple comme exemple. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui s'y déplacent maintenant, alors que effectivement il n'y a pas que du manga, il y a aussi du jeu vidéo, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, donc on sent que voilà, c'est maintenant quelque chose qui touche toute la France et. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment en train de s'intégrer à la. à la culture populaire. Oui, voilà. C'est ça la pop culture en fait. Comme la culture américaine, je dirais, il y a, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à encore très récemment, jusqu'au début des années 2000, où on nous a vendu le modèle hollywoodien, voilà, sur plein d'aspects différents. Et la culture japonaise a amorcé ce processus des fins des années 90, notamment avec le Club Dorothée, les animés japonais et tout qui sont arrivés. Et petit à petit, ça s'est ancré et là, ça commence à vraiment faire partie. Enfin, il y a plein de choses japonaises maintenant. Que ce soit du manga, des animés ou d'autres choses, on n'a même plus forcément conscience que c'est forcément, tiens, c'est un produit exotique japonais, juste on le consomme, voilà, c'est là, on le prend, on se sert en fait. Oui, mais ça, de toute façon, le manga en tant que tel ou les animés, en fait, c'est beaucoup de gens ça pourrait sortir enfin, il y a même des animés qui sortent, qui sont américains ou des choses comme ça. Oui, voilà. Alors, c'est moins commun effectivement, mais voilà, et les gens s'en rendraient même pas compte parce qu'en fait maintenant c'est plutôt devenu un produit entre guillemets de consommation et pour nous ça devient quelque chose de très classique. Voilà. Et là, on peut le voir, je trouve, il y a un peu ça recommence en ce moment, je trouve, avec la culture coréenne, où là, il y a vraiment ce côté novateur qui revient. Je trouve, on voit aussi un phénomène un peu des éditeurs qui se disent qu'on a peut-être un peu loupé le coche du manga dans les années 90 en se disant c'est un phénomène de mode, c'est violent, ça va être difficile à vendre, ça se lit à l'envers. Bon, l'histoire a prouvé que pas du tout et que maintenant, c'est une BD sur 2 vendue, c'est un manga. Et donc, il y a un peu le phénomène webtoon en mode on veut pas louper le coche comme on a fait avec le manga, donc on se précipite dessus. Et on voit qu'il y a le soft power coréen qui se commence à s'installer de la même manière que la culture japonaise. C'est ça, en fait ça va s'installer de la même manière, mais peut-être des choses différentes aussi. Et puis voilà, ça va être des. Ouais. Effectivement. Alors du coup, pour reparler un peu de votre... Moi, je parlerai tout à l'heure sur ma chaîne. Moi, j'ai une chaîne YouTube, donc je parlerai sur ma chaîne. Oui, là, je vous laisse parler. Moi, ça va très bien, vous inquiétez pas. Non, mais j'allais lancer de ça maintenant, là, tout de suite, du coup. Et j'allais dire une question toute simple. Parce que, du coup, on est d'accord, tu es spécialisé sur One Piece. Alors, premièrement, je tiens à me dédouaner, je suis désolé, je ne connais pas Love One Piece. Enfin,
Je connais tout ce qui est passé, on va dire, sur Game One entre 2005 et 2007 à peu près, donc ça veut dire environ 100 épisodes d'animé, donc c'est pas énorme. Mais du coup, question toute bête, mais il y en a qui me paraît importante. Pourquoi One Piece? Et pourquoi on fait une chaîne YouTube sur One Piece, du coup, est spécialisée sur One Piece? Enfin, un musée même presque, du coup. Ouais, là, en gros, ce qui se passe, c'est que One Piece, moi, j'ai toujours connu. J'ai connu depuis à peu près 2003. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, moi, j'ai vécu au Canada. Okay. Et au Canada, j'avais personne avec qui parler de One Piece. Donc j'avais déjà une chaîne YouTube qui s'appelait Artbook Passion parce que j'aimais bien parler de tous les mangas, de tout l'art visuel, que ce soit aussi sur les films, les animés, etc. Et je me suis dit, vu que j'ai personne à qui en parler, je vais parler de One Piece au niveau au niveau de ma chaîne. Donc j'avais mis ça sur ma chaîne, ça faisait des vues. J'ai créé après une chaîne à côté qui s'appelait One Piece Passion. Okay. Et j'ai commencé à acheter des figurines, etc., etc. J'avais une grosse collection d'artbooks, de Star Wars et plein de trucs. Et en gros, à un moment, j'ai carrément pris le virus. Et je me suis entièrement consacré parce qu'il y avait aussi une demande. Et en gros, on me considère un petit peu comme le Barbe Blanche, la personne, parce que j'étais l'un des tout premiers francophones à faire des vidéos sur One Piece, qui a lancé vraiment une grande génération. Mais contrairement à Barbe Blanche, attends, elle est où la caméra? Là, ici. Contrairement à Barbe Blanche, je ne suis pas mort. Oui. Je ne m'étalerai pas sur la question. Oula. Non, One Piece, pardon, c'est pour... Je trouve qu'en fait c'est une œuvre. Il y a un truc particulier avec One Piece. J'ai commencé avec Dragon Ball, Naruto, Bleach. Okay. Et quand j'ai attaqué One Piece la première fois, je me suis dit non, j'aime pas les chara design. C'est trop chelou en fait comme manga. Ouais. Ça peut rebuter après. C'est ça le système des pouvoirs avec les fruits du démon. Le fil a le pouvoir de l'élastique au départ. Enfin comment ça s'appelle du caoutchouc. Ouais. Et j'étais mais c'est super perché. Et en fait, je me suis retrouvé à redécouvrir l'histoire d'une autre manière. Et je me suis dit mais en fait l'univers est super riche. J'ai rattrapé le retard et je me suis dit mais c'est incroyable en fait, on a l'impression de pouvoir raconter 1001 histoires et de pouvoir toujours trouver quelque chose d'autre à raconter encore dans cet univers. Et la chose aussi c'est que au niveau de One Piece, malgré que ça ait plus de 1000 épisodes, 1000 chapitres, on arrive toujours à être étonné par ce qu'il arrive à nous raconter. Et le plus bel exemple que j'ai, c'est qu'une fois j'ai fait une conférence et j'avais envie de partir n'importe où comme je fais d'habitude, un petit peu en conférence, et j'ai commencé à poser la question: quels sont les moments tristes que vous avez vécu dans Dragon Ball? La mort de Vegeta, le Krillin, ou les moments durs, la transformation en Saiyajin de Goku, etc. Après, je pose la même question au niveau de Naruto, la mort de Jiraiya, etc. La tristesse par rapport à l'enfance de Naruto. Et après, je pose la même question au niveau de One Piece. Et là, on a fait une demi-heure. Parce que les gens dans le public rebondissaient les uns les autres. Et en gros, ce qui est bien, c'est que One Piece, t'as beaucoup de travail sur les personnages, tu as de la tristesse, tu as des très bons flashbacks, tu as des moments de hype, tu as des bons combats, même s'ils sont secondaires, et tu te marres aussi en regardant un chapitre, je veux dire en lisant un chapitre. Donc vraiment, One Piece a vraiment cet ensemble qui fait que, et surtout le plus important, c'est que Eiichiro Oda, contrairement à d'autres mangaka qui à un moment ont été débordés par leur œuvre, où la Shueisha leur disait: tu ne peux pas arrêter parce que tu vends et tu nous fais gagner de l'argent. Et les gens ils disaient non mais moi je vais arrêter. Akira Toriyama c'est ça. Normalement ça se finissait à Freezer. Et Eiichiro Oda lui il prend encore énormément de plaisir à raconter son histoire. Et même là on sent qu'il se sent obligé d'accélérer parce qu'il sent qu'il y a le poids de l'âge qui arrive. Mais voilà, One Piece a toujours cette hype qui est présente. D'ailleurs c'est assez impressionnant d'ailleurs que un manga / animé aujourd'hui est encore une hype. Parle plus proche de ton micro, on n'entend pas. Ah oui, il faut que je mange mon micro, c'est ça, j'ai oublié ma propre leçon. Du coup, c'est quand même encore assez impressionnant qu'aujourd'hui une œuvre puisse hyper encore et surtout réunir encore autant de personnes. Après, aujourd'hui, je crois qu'on est à 1080 épisodes, 1090 chapitres. Donc on est quand même... on est bientôt à 1100 chapitres à peu près. Ouais. C'est ça. Donc il y a 26 ans pratiquement de One Piece là. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on dit des fois en convention quand on vient nous voir et tout. One Piece a connu la naissance et la mort de plein de mangas excellents. Par exemple, My Hero Academia va se terminer. One Piece va encore continuer. Et My Hero Academia, c'est quand même très très bon quoi. SNK qui a été un raz-de-marée. SNK n'était pas dans la Shueisha. Ah oui, ouais, ok. Oui, mais excuse-moi. Ouais, même t'as raison. Naruto et Bleach finalement.
C'est vrai. Un peu, à la base, ils étaient tous les trois ensemble avec One Piece. Oui, c'est vrai que c'était un peu le trio. Ça fait belle lurette que ceux-là sont terminés et One Piece continue. Et ça aussi, je pense, il y a ce côté intergénérationnel. One Piece continue de recruter des nouveaux lecteurs parce qu'il y a l'animé, il y a beaucoup d'événements et on voit que ce soit au Japon ou même en France avec l'éditeur, j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de recruter, vraiment de mettre One Piece au centre de l'attention. J'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux pour l'épisode du combat entre Queen et Sanji, il y avait de la promo dans le métro. C'est un épisode, l'épisode est bien animé, mais c'est pas un film, c'est rien, c'est juste le nouvel épisode de la semaine. Après, et c'est une promo démentielle. Il faut dire que parfois, pour certains épisodes, notamment, j'ai vu ça notamment depuis le 1000e épisode, où des fois ils mettent vraiment beaucoup notamment dans l'animation, où il peut y avoir vraiment des combats qui sont vraiment impressionnants à regarder. Et ça, pour quelque chose qui finalement sort tous les dimanches, quoi. Exactement, ouais. Et il y a un truc aussi, je vais rebondir sur le côté intergénérationnel. On a eu la chance, lors de notre dernière convention, de pouvoir parler à Stéphane Escopier, c'est ça hein Stéphane Escopier, la voix de Luffy en français. La voix de Luffy en français. Ouais. Nous, on a été sur scène ensemble, on a fait une conférence. Et quand on a parlé après, je lui ai dit, mais maintenant, et à s'en rendre compte, vous êtes comme Brigitte Lecordier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en convention lui demander un autographe en lui disant « Moi, je vous ai connu enfant et maintenant, j'ai des enfants qui sont avec moi et qui vous connaissent votre voix. » Et elle est tout émue. Et là, elle me disait « Ouais, mais là encore, c'est bon, il n'y en a plus que pour 3 ans. » Et je fais « Non. Là, le manga va peut-être encore durer 5 ans, mais vous, d'un point de vue de l'anime, vous avez encore au moins 7-8 ans, s'il rallonge même pas un peu plus, tablé encore sur 10 ans de boulot. Et là, elle était là, waouh, quand même, c'est fou. Non, puis il n'y a même pas que ça, c'est juste aussi le fait que du coup, ça devient une icône aussi. Parce que derrière, en fait, on l'a pu voir avec Brigitte Lecordier, qui voilà, c'est la voix de Goku, tout le monde la connaît pour ça. Alors, pourtant, elle n'a pas fait que ça. Hein. Quand on voit le Wikipédia, on est en mode pardon. Toutes les voix connues de notre enfance, une sur deux, c'est. Mais c'est vrai qu'en convention, je pense qu'une personne voire 2 personnes sur 3 qui lui demandent, c'est la voix de Goku parce que c'est la voix de Goku, quoi. Ouais. Et du coup, ça va être pareil pour Luffy, pour Zoro, pour tous ces personnages-là qui, du coup, ont aussi une identité très très propre, en fait. C'est ça aussi qui est très fort avec One Piece. Et moi, un autre truc aussi qui m'a impressionné. Encore une fois, je n'ai pas lu One Piece, mais j'aime bien de temps en temps aller voir les dessins et voir comment ça a évolué. C'est quelque chose, parce que du coup j'ai connu le début, mais je connais pas actuellement. Et moi je trouve ça impressionnant, c'est surtout comment ça a vraiment évolué le travail, le dessin et même l'histoire en fait. J'ai l'impression en fait que voilà, ça évolue avec son temps, ça suit son temps et je pense que c'est une des seules œuvres qui a réussi à vraiment faire ça sans grosse transition ou sans gros échecs. Je vais citer malheureusement Dragon Ball Super qui au début n'était pas... Le projet n'est pas le même effectivement sur Dragon Ball Super où il y a vraiment l'aspect plus mercantile. Mais effectivement, c'est très fort parce que Oda, en soi, on se dit ça fait 26 ans que ça existe. Mais le principal concerné, ça veut dire que l'auteur, ça fait 26 ans qu'il raconte la même histoire. Et ça, je trouve ça fou de dire qu'il se lasse pas, comme disait le doc juste avant. Il raconte toujours One Piece avec passion. Il raconte One Piece avant tout pour lui-même. Et après, voilà, il entraîne des millions de lecteurs avec lui. Et il arrive, en fait, sur le papier, on a quand même un équipage pirate où, bon, il y a des pirates, il y a des fruits du démon, il y a un cyborg, il y a des samouraïs, il y a des robots, il y a des animaux magiques. On se dit, mais c'est le synopsis d'un petit garçon de 8 ans, en fait, qui a mélangé tout ce qu'il aimait, quoi. Et il arrive à rendre ça crédible et à rendre. Il y a tout mélangé. Et au bout de 26 ans, et même depuis longtemps, on a les téléphones, c'est des escargots. Il y a Franky le cyborg qui se balade dans un pays du Japon féodal. Et ça ne nous choque pas. On se dit, c'est normal. Ça fait partie de la cohérence de One Piece. Alors, c'est ça qui est fou parce que si tu reprends, on va prendre 3 œuvres. On va prendre Bleach, on va prendre Naruto, on va prendre Dragon Ball. L'univers de Dragon Ball est toujours le même. Que tu prends du début à la fin, c'est le même univers, c'est les mêmes décors, c'est les mêmes choses. Bleach, c'est à peu près pareil, sauf après, quand tu vas les Kumondo, quand il va différents mots. Mais c'est globalement le même graphique, la même atmosphère. On prend Naruto, c'est japonisant du début jusqu'à la fin. À part quand tu vas dans la ville qui est un petit peu futuriste où il y a Pen, qui est un petit peu comme ça. Mais tu prends One Piece, en vérité, des fois, tu n'as même pas l'impression de lire la même œuvre. Parce qu'à un moment, tu te retrouves dans un décor qui va te faire penser au monde Inca, les Mystales Cités d'Or, un monde futuriste, un monde japonisant, un monde plus guerrier, tout ça. Et il a réussi, comme il le dit très très bien, à créer un ensemble qui fait que on n'est pas la suspension d'incrédulité. Ouais, c'est-à-dire que tu lis l'œuvre et à un moment, tu te dis pas, non mais là, il fait de la merde, c'est impossible. Parce qu'il a su garder le côté humoristique, en fait, est tellement loufoque tout le temps. En fait, il arrive toujours à bien doser l'humour, selon moi, que ça fasse rire ou pas, mais toujours garder
ce recul nécessaire, juste ne pas se prendre au sérieux, juste ce qu'il faut pour que tout soit acceptable techniquement. Après, il a quand même bien escaladé, c'est-à-dire que la première fois, quand ils arrivent sur Grand Line, quand ils voient la boune, c'est vrai que moi au début j'étais un peu en mode qu'est-ce que c'est que ce fuck quoi. Ouais. Et puis en fait finalement, on enchaîne petit à petit, on rentre dans l'univers et finalement il y va pas trop d'un coup, c'est-à-dire il sait doser en fait sur ses côtés loufoques, ses côtés qui peuvent être un peu plus réalistes on va dire dans un certain sens. Mais finalement en fait au fur et à mesure des années, ça nous choque moins. Le fait aussi qu'il y ait des îles, c'est-à-dire que tu te balades d'île en île, fait que tu changes sans arrêt de décor, sans arrêt de personnes, sans arrêt de culture. Donc du coup, ça aussi, ça choque moins aussi le lecteur ou la personne qui regarde, parce que du coup, tu te retrouves dans une certaine cohérence, en tout cas, de l'histoire, quoi. Un peu à la manière de JoJo's, mais de façon moins marquée, je trouve, parce que JoJo's, il y a carrément des parties où on change de héros, d'univers, mais aussi, grâce au changement d'île, en fait, il arrive par ce concept des îles et de se dire bon voilà, c'est un monde, il y a des fruits magiques à la base déjà pour le concept. Et voilà, il y a par exemple Gecko Moria, Kuma, ils font la même taille. Il y en a un, c'est un culbuto diabolique qui ressemble à rien, et l'autre qui a un torse 3 fois plus long que ses jambes. Il arrive à dire voilà, chaque île va avoir son propre univers complètement atypique, son écosystème presque dans une bulle. Et grâce à ça, en fait, on se pose même pas la question de se dire on passe d'un pays enneigé à un pays inspiré de l'Égypte, à un pays futuriste, à un pays de samouraïs. Ce concept d'île en fait fonctionne. On se dit pas non mais c'est n'importe quoi que ça existe dans le même univers. Il a su faire la montée en puissance, comme tu disais, petit à petit, ce qui fait qu'on accepte et il n'y a a priori rien de choquant. Il y a surtout le fait aussi que les méchants ne sont pas méchants parce qu'ils sont méchants. Il arrive toujours à mettre une sorte de background sur le personnage, un flashback ou un personnage qu'on va totalement détester. Moi, ça avait été le cas de Doflamingo à Marineford. Je détestais. D'un point de vue même, pour moi, il n'avait aucun charisme. Et il a transposé d'un point de vue Dressrosa comme étant un personnage absolument dingue. Il a fait la même chose. On a eu de l'émotion pour Big Mom à un moment. Chose que je pensais jamais du tout possible. Le seul endroit où pour moi il s'est vraiment foiré, c'est au niveau de Kaido. Il n'a pas donné une profondeur au personnage. On s'est attaché à Kaido, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est un manque de temps, je pense, et un effet raide. Après, voilà, il a aussi ses contraintes aussi, j'imagine, de son côté. Il a ses deadlines, il doit aussi avancer. Et puis je pense que le côté aussi avec Yamato aussi n'a pas forcément aidé aussi à ce qu'on apprécie beaucoup Kaido, du fait que avec un peu l'icône du père indigne que Kaido représente aussi vis-à-vis de Yamato, tout du moins. Ouais. Donc du coup, effectivement, on a quand même des antagonistes et surtout qui durent. Surtout, on a des antagonistes qui durent. Parce que par exemple, un des premiers gros antagonistes qu'on a eu, ce qui a été Crocodile, je pense, qu'on a revu finalement après sur l'arc Impel Down, qui était là à Marineford, et on sait qu'il est dans le coin, mais on ne sait pas encore le rôle qu'il va y avoir joué, s'il va en avoir un joué tout du moins. Donc ça aussi, il y a aussi cette prolongation des personnages, quoi. Mais il a toujours mis des petits trucs, il a toujours fait des petites premières de page où à un moment on le voit en train de lire un journal et après on voit ce qui se passe plus tard. On peut pas trop en parler, mais c'est vraiment génial de se dire, c'est l'exemple aussi qu'on avait pris une fois, c'est que des fois par contre One Piece c'est un peu chiant parce qu'il va développer des personnages qui ont absolument des fois aucun intérêt. C'est par exemple si tu prends Dragon Ball et que tu prends les 2 bras droits de Freezer, on n'a pas eu besoin d'avoir un flashback sur Dodoria par exemple. Oui. Voilà, il était là. Alors que là, au niveau de One Piece, on a eu un flashback sur Senior Pink, qui est un personnage totalement secondaire. Il nous a expliqué pourquoi il porte des couches culottes et qu'il a une tétine. Mais s'il l'avait pas expliqué, en un sens, ça n'enlevait rien à la narration. Ouais, parce que ça marchait dans Et l'univers. ça a fait 2-3 chapitres qui étaient pas nécessaires. C'est du pur kiff en fait. Là, pour le coup, c'est Oda qui se régale à raconter ce qu'il a envie de raconter en fait. Et effectivement, il y a des moments un peu plus longs. Il arrive globalement à bien maîtriser. Après, voilà, le défaut, si c'en est un qu'il peut avoir, c'est qu'effectivement, il a besoin d'être canalisé parce qu'il veut tellement raconter de choses qu'il a tendance des fois un peu à se perdre et à rallonger inutilement, effectivement, où l'anecdote de Dressrosa, à la base, Dressrosa et les Tontata, ça devait être 2 arcs séparés. Et son éditeur lui a dit bon bah là, ça va faire trop en fait de rallonger et essaie de voir comment tu peux faire, pourquoi pas de les fusionner, de faire en sorte que les Tontata soient sur Dressrosa pour un peu recentrer le débat et pas te perdre dans tous les sens, parce qu'au bout d'un moment tu as désintéressé le lecteur. Après je pense que dans tous les cas du fait que One Piece marche très bien, il s'est aussi permis lui-même de se dire bon bah écoute, à la base peut-être que je devais faire tant de tomes, mais du coup ça marche bien, j'ai des idées, on y va. Après, je pense que pour le lecteur, tant que ça reste cohérent et que ça reste dans cet univers-là, et
on va dire qu'il perd pas de vue son objectif final. Je pense que ça restera cohérent, on pourra continuer à regarder, à lire, et toujours surkiffer en fait. C'est aussi ça qui est bien, c'est que en tout cas de mon point de vue, c'est à chaque fois que je vois certaines choses, des fois je me dis maintenant comme ça, pourquoi je suis toujours plein de surprises, plein d'émotions quand je regarde One Piece, que ce soit en manga ou en anime, parce que je suis toujours impressionné de ce qui nous sort en fait. Il a une cohérence globale, comme tu disais, l'exemple de Crocodile. Ouais. Le Jinbei par exemple, je crois est mentionné pour la première fois avec l'apparition de Mihawk, où on nous dit voilà, il existe des grands corsaires, notamment Jinbei. On arrive quand même dans le tome 97 je crois. Pour Mihawk. Pour Jinbei du coup, Jinbei intègre l'équipage dans le tome 97. Plus de 90 tomes après, il a été présenté pour la première fois bien après à Impel Down. Et le personnage revient, pareil, de plein de manières différentes. Il arrive toujours. Kaido, il y a eu l'arc, l'alliance avec Trafalgar Law, ça a été sur 10 ans. Mais même avant ça, Kaido, techniquement, est présenté dans le tome 45 quand Garp arrive et dit bah écoute, Shanks le Roux et 3 autres pirates, c'est ceux qu'on appelle les 4 empereurs. C'est un peu les tauliers du Nouveau Monde. C'est les 4 gros pirates. Ces personnages-là, on les introduit, c'est super flou. Et 15 ans après, on fait ben voilà, là il y a l'arc et la résolution enfin d'un empereur qui tombe et machin. Mais c'est dingue en fait, c'est pas Kaido d'un coup au début de l'arc Wano, tiens en fait il y a des empereurs qui existent et en fait ils sont plus puissants que tous les autres. Cette surenchère comme ça, tu sais pas d'où ça sort, il arrive à l'inverse à créer quelque chose de cohérent depuis presque le départ et à nous faire croire que c'est prévu depuis le départ parce que c'est clairement pas toujours vrai. Je pense pas. Mais il arrive à conserver une cohérence globale impressionnante. C'est surtout de se souvenir de tout ça, enfin oui certes il est dedans tu vois. Mais pour pouvoir réécrire des choses que tu as commencé à exposer aux gens il y a 10, 15, 20 ans, ça doit être quand même un sacré... c'est fou. Ouais, c'est totalement fou, ouais. C'est assez impressionnant de voir ça. Alors, moi j'ai une question, encore une fois, c'est vraiment la question du gars qui n'a pas vu One Piece, mais du coup, vous êtes tellement investi aussi en tant que lecteur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important à One Piece. C'est que oui, certes, du coup, tout le monde est investi. En fait, quasiment tout le monde est investi autant dans le manga les uns des autres, que ce soit auteur, dessinateur, tout ce que vous voulez en fait. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur du coup d'être déçu de la fin ou d'avoir, de peut-être penser, parce que je pense aussi que tout le monde se fait une idée de comment ça va se terminer. Et je pense que par logique, heureusement, il n'y a pas tout le monde qui a la même idée, donc il y aura forcément des déçus. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être déçu de cette fin de... En gros, il n'a pas le syndrome Isayama. C'est-à-dire que Isayama, on est bien d'accord que c'est l'auteur de l'Attaque des Titans. Désolé, encore une fois, c'est la fatigue. En gros, ce qui se passe, c'est que Isayama a été débordé par son œuvre et il s'était mis une telle pression sur la fin de son œuvre qu'il ne voulait pas la chier. Ce qui signifie que, quand il a commencé l'Attaque des Titans, il n'avait pas globalement prévu la fin. Okay. Contrairement à Eiichiro Oda qui lui a fait un alpha et il a fait un oméga. Cependant, contrairement à la légende, tout ce qui est au milieu, il ne l'a pas prévu. D'accord. C'est des choses qu'il a amenées au fur et à mesure. Il racontera l'histoire des supernovas tout à l'heure. Moi, je vais raconter l'histoire de Ace et de son père Roger. En gros, parce que quand tu t'intéresses à une œuvre ou quand tu t'intéresses globalement à ce qui est créé, tu essaies de comprendre les codes de la narration. Et en gros, tu as l'étape des 12 étapes du héros, le cheminement du héros. Et quand tu crées une œuvre, en gros, tu as ton héros, tu as des personnages à côté qui sont satellites. Et chaque satellite, tu sais avec qui ils sont liés. Roger est un personnage qui est hyper important parce que c'est lui qui introduit le One Piece. Ouais. Ace est un personnage important. Et la relation père-fils entre Roger et Ace n'a seulement été créée dans le cerveau d'Oda qu'à Marineford. C'est-à-dire qu'avant Marineford, avant la création de Marineford, dans l'esprit d'Oda, Ace n'était pas le fils de Roger. Je vais raconter l'anecdote des supernovas après, puisque tu veux que je le fasse, mais pour répondre par rapport à la fin, c'est difficile à dire. Déjà, je pense qu'une fin, globalement, est forcément décevante la plupart du temps, parce que c'est la fin d'une aventure, surtout que là, ça va être la fin de 30 ans d'histoire. Enfin, ça va faire je pense que ça va faire un pincement au cœur. On a tous plus ou moins grandi, vieilli avec One Piece. C'est la fin d'une vraie épopée. Après, j'essaie de me dire que Oda, a priori, jusque-là, il a montré qu'il savait ce qu'il faisait. Donc je me dis, s'il a décidé de cette fin, c'est qu'a priori, ça sera la bonne fin de One Piece.
Après, comme tu dis, effectivement, chacun se fait sa propre fin parce que de toute façon, on s'approprie tous One Piece. Il y a le One Piece d'Oda, il y a le One Piece qui est imprimé sur le manga, et il y a le One Piece que chacun a dans sa tête. Après, c'est vrai que des fois, les théories, une surabondance de théories peut-être parfois a peut-être tendance à nous créer un One Piece qui n'a jamais existé dans l'inconscient aussi, et qui du coup crée une vraie déception sur certaines décisions de l'auteur. Et c'est peut-être plus de ça que j'ai peur en fait, que la fin de One Piece soit bâchée parce que on se sera tous fait une fin ou qu'une théorie semblera concrète et qu'au final ça sera pas ça du tout. C'est plus cet aspect-là. Mais effectivement, comme le dit le doc, il sait où il va a priori, il compose au fur et à mesure, mais il sait où il va depuis le départ. Oui. Effectivement, les supernovas, c'est pareil, elles n'existaient pas dans l'œuvre au départ. Sur Shabondi, c'était un arc de transition, c'était un peu trop de transition. C'est-à-dire que l'éditeur lui a dit bon, ça a été une grosse transition. Ouais, voilà, là il se passe quand même pas grand-chose sur l'arc. Enfin, le Shabondi Park, les hommes poissons et tout, c'est bien gentil, mais bon, ça serait bien que ça bouge. Et ils lui ont dit bah écoute, à part Barbe Noire, mais c'était encore un peu lointain à ce moment-là, Luffy a pas de rivaux. Donc ça serait le moment d'en introduire. Et donc la légende raconte qu'il aurait créé ça à peu près en une nuit, qu'il aurait créé ces 9 pirates supplémentaires pour les introduire. Il n'avait pas du tout prévu de les développer. A priori, Kid devait être un peu développé. Au final, Law s'est retrouvé à avoir un développement digne d'un personnage de l'équipage, ce qui n'était pas du tout prévu non plus. Kid a été un peu développé, mais pas tant que ça par rapport à ce qu'a eu Law. Et on le voit d'ailleurs, je trouve, sur l'arc Wano. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour éviter d'éventuels spoils, mais on voit que sur certaines supernovas, on sent qu'il n'avait pas forcément prévu que les personnages soient là encore aussi longtemps dans l'histoire. Voilà, c'est un peu improvisé, les personnages sont vite mis de côté ou sont un peu mis par rapport à l'importance qu'ils auraient pu avoir. Mais globalement, il compose, et même lui finalement, alors que Dressrosa avec Doflamingo, je pense, le passé de Law, Corazon, c'est un des trucs les plus émouvants, les mieux travaillés de One Piece, ça n'existait pas, c'est quand même fou de se dire ça à la base. Oui, et ce qui se passe, c'est que pour ce qu'il dit, et puis là on le voit juste ici, Law, l'histoire de Law mériterait un manga à lui seul. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un manga que sur Law et ça fonctionnerait. Peut-être qu'on aura quelque chose comme ça après. Hein. Ouais. Après One Piece peut-être. De toute façon, automatiquement, il y aura aussi autre chose, c'est l'après One Piece. One Piece, c'est plus qu'une référence aujourd'hui, c'est le manga culturel. Et je pense que c'est quasiment devenu maintenant aussi fort que Dragon Ball, etc. pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas les mangas. C'est-à-dire qu'on cite un manga, enfin, en tout cas pour les jeunes, je pense que ça va être plutôt One Piece qu'on va penser en premier. Et du coup, il y aura un après One Piece automatiquement. Et il faudra voir aussi si du coup il n'y a jamais des mangas qui arrivent à refaire cette prouesse. Ouais. Est-ce que c'est même juste avec comment maintenant fonctionne le manga et comment ça s'est démocratisé? Est-ce que c'est juste humainement possible en fait de pouvoir faire ce que Oda a fait aujourd'hui? C'est impossible. Eiichiro Oda va marquer la fin d'une ère du manga. En gros, il y aura un avant et un après One Piece. Les mangas fleuves ne sont plus le modèle économique. Ouais. Et après même se demander si les animes fleuves auront vraiment aussi un modèle économique, parce que en gros il y a un nouveau mode de consommation qui est présent. Ça c'est plus toi qui pourrais en parler parce que tu es plus là-dedans, mais moi je vois que en gros il y aura un avant et un après One Piece. Et puis il y a aussi le fait que One Piece a fonctionné, la comparaison avec Dragon Ball, pour moi nécessairement Dragon Ball maintenant. Enfin, je pense que n'importe qui a plus ou moins un symbole fort, la coupe de cheveux de Goku, de Vegeta sur un t-shirt. Bien sûr. C'est un peu comme le S de Superman. Même si on n'a jamais ouvert une BD Superman de sa vie, on sait ce que c'est. One Piece, je pense, on n'est pas tout à fait là. Je pense qu'il manque le dernier petit truc. Déjà, le fait que ça soit fini, effectivement. Oui. Et de voir comment One Piece va résister à sa fin. Dragon Ball, maintenant, c'est pas un spoil de dire que le dernier méchant, c'est Boo. Je veux dire, des fois, on connaît Dragon Ball avant d'avoir lu Dragon Ball. Oui. Qu'en sera-t-il quand on saura ce qu'est le One Piece, de comment Luffy est devenu roi des pirates et de ce qu'il a fait après? Quand on connaîtra tout ça, que ça fera partie de la culture populaire, comment One Piece survivra à ça dans l'histoire? Est-ce que justement ça sera un nouveau Dragon Ball? Quand ça sera devenu un classique, quoi. Voilà. Et même si là l'impact de One Piece est très très fort, c'est pas un nouveau Dragon Ball dans le sens où ça peut être un équivalent parce que ça a été un révolutionnaire, tout comme Dragon Ball. Pour moi, il y aura un autre One Piece comme il y a eu un autre Dragon Ball, parce que ça ne sera pas forcément un animé fleuve, mais parce que cette nouvelle œuvre qui n'existe pas encore forcément aujourd'hui va révolutionner plein de choses à son tour, comme Dragon Ball, comme One Piece. En gros, les œuvres qui révolutionnent, c'est des œuvres qui changent une manière, une vision. En gros, le détail qui manque, c'est la fin de One Piece pour qu'il puisse rentrer dans la culture populaire. Tu rencontres n'importe qui, tu dis Kamehameha, la personne va savoir. Si je vois quelqu'un et je lui dis je suis ton père, il va savoir ce que c'est. Si plus tard il faut qu'on dise à quelqu'un Gum Gum
Gum quelque chose, et le mec il fait ah bah ça c'est One Piece, tu vois, c'est exactement ça. Pareil, si on te dit chapeau de paille, bim, chapeau de paille c'est pas Fariente et puis pastis, chapeau de paille c'est One Piece. Il faut que, et en gros, voilà, culture populaire, il faut que la population s'approprie One Piece et les désirer. Ouais. Tu vois, est-ce que Naruto, est-ce que Bleach par exemple sont rentrés dans la culture? À la rigueur, oui, tu dis à quelqu'un Bankai ou tu dis à quelqu'un Mandal dans ta gueule no jutsu. Oui, là, à la rigueur, il y a quelque chose qui peut peut-être, mais c'est parce que c'est encore assez récent. Mais est-ce que dans la longueur, est-ce que ça va vraiment faire partie de la culture populaire? Je ne sais pas. La casquette que tu as sur la tête, on arrive à comprendre ce que c'est, mais dans quelques années, est-ce qu'on comprendra ce que c'est? Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des mangas qui arrivent à faire ce qu'a fait Dragon Ball ou ce qu'a peut-être faire One Piece. Je trouve paradoxalement que Naruto pour l'instant réussit mieux ça que One Piece. Bon, parce que déjà c'est terminé, donc nécessairement... Boruto. Non, Naruto, okay. Attention. Mais je trouve qu'effectivement, même ne serait-ce que quand on voit l'impact culturel de Naruto en France, là il y a une expo au musée de la BD à Angoulême actuellement de Naruto. Et même sur les chiffres de vente, One Piece se vend, mais One Piece, tous les 4, 5, 6 mois, il y a toujours un nouveau volume. C'est toujours en cours, il y a de l'actualité. Naruto, il y a Boruto certes, mais ça reste une suite, c'est pas Naruto pur à 100%. Malgré ça, le manga Naruto se vend toujours, c'est toujours parmi les mangas les plus vendus de chaque année, plus généralement que One Piece. Et ça, je trouve ça dingue, parce que c'est fini depuis 2018, il me semble. Après, est-ce que la longueur de One Piece joue pas aussi dans le fait que... Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais Naruto a vraiment su, je trouve, prendre cette place de... d'héritier culturel de Dragon Ball, où vraiment, je trouve par exemple, je pense, j'ai pas de stats, j'ai pas fait d'études, mais je pense que si on va, comme tu disais, avec le Kamehameha ou le Gomu Gomu no, je pense qu'actuellement, il y a plus de personnes qui sont capables de, il met les doigts comme ça en mode multiclonage, va plus facilement reconnaître ce signe-là que Gomu Gomu no Pistol actuellement de Luffy. Mais par contre, je le ressens énormément. Avant, dans les conventions, il y avait que des cosplays de Naruto ou d'Akatsuki. C'était un truc absolument incroyable. Et il y avait très 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 peu de cosplays de One Piece. Et là, depuis quelques temps, eh bien, il y a une tendance inverse qui est en train de se mettre. On rencontre énormément de cosplays et de très beaux cosplays de One Piece. Et on voit moins de... Il y a moins de gens qui vont mettre un truc de l'Akatsuki parce que c'est facile, mais aussi parce qu'ils aiment bien. On a l'impression que là, ils l'ont mis maintenant dans leur placard et qu'ils vont dire, on va prendre autre chose. Là, en ce moment, c'est beaucoup du My Hero Academia. Oui, il y a une rotation qui se fait et One Piece résiste à ça parce que c'est toujours là. Après, je pose vraiment une vraie question. C'est est-ce que parce que... Alors, c'est peut-être que mon avis, mais je pense que Naruto a peut-être moins vieilli que One Piece. Ou en tout cas, il vit d'une manière différente, peut-être. Ouais. Qui du coup est peut-être plus simple pour aussi la nouvelle génération. Et qui peut-être du coup leur donne plus envie de suivre. Plus accessible en France aussi, je dirais. Ouais, c'est ça. Il y a eu une première hype, Plutôt, parce que finalement, je trouve que la vraie grosse hype One Piece telle qu'on la connaît, elle a 2 voire 3 ans. One Piece, ça fait longtemps que c'est le manga le plus vendu, mais je trouve qu'en France... Naruto, ça a toujours été Naruto, ça a toujours été mis sur le devant de la scène, l'animé sur les chaînes, l'animé sur la diffusion. Parce que Naruto offrait ce côté japonisant. Ouais, et les gens, ils adoraient. Oui. Et il y avait aussi énormément, il y avait les jeunes, s'identifiaient beaucoup plus à Naruto qu'à Luffy. Je pense qu'il y a un côté plus classique dans le shonen neketsu. On retrouve plus facilement les codes du héros qui grandit, s'accomplit, s'entraîne, vieux maître. Là où One Piece prend plus de liberté vis-à-vis de ça. Et maintenant que Naruto est terminé, alors il y a la relève, MHA et tout ça, mais One Piece a vraiment pu s'épanouir et montrer ses différences depuis la fin de Naruto et de Bleach. Ça, je suis d'accord. Après, moi je pense vraiment que la longueur de temps aussi joue énormément parce que tu prends Luffy épisode 1, Luffy épisode 400, l'évolution elle est beaucoup moins grande que quand tu arrives directement sur les... Globalement, il a changé de short et de gilet quoi. Et il n'y a pas encore eu Marineford parce que je crois que c'est vers l'épisode 500. Donc du coup, t'as vraiment une évolution quand même qui est beaucoup plus rapide d'un personnage. Tu vas regarder par exemple Deku dans My Hero Academia. En quelques saisons, il est passé de l'élève qui avait pas d'alter et qui était pas physiquement était pas présent à quelqu'un qui aujourd'hui il lui faut sa classe entière pour l'arrêter quoi. Donc on a quand même une évolution qui humainement est suivable, on va dire, c'est-à-dire que tu peux la suivre sur 5 ans, on va dire, pour être assez court. Et alors que Luffy, 23 ans, même 25 ans. 21, Luffy. Tu veux dire l'âge du personnage? Non, la durée, 26 ans. On est à 26 ans. 26 ans, donc du coup, une personne comme moi aujourd'hui, ça voudrait dire qu'elle a commencé, elle avait 4 ans.
Donc du coup, c'est vrai que voilà, l'évolution, ça joue aussi, je pense, aussi personnage. Il y a aussi un truc, qui fait que One Piece plus tard deviendra dingue. C'est-à-dire que quand ça sera terminé, les gens pourront se dire, ok, on peut y aller. Il y a tant de tomes à lire, on peut faire un prévisionnel sur notre emploi du temps pour voir tout ce qu'on va lire. Là, en ce moment, et nous on le ressent beaucoup quand on fait des conférences ou quand il y a des gens qui viennent, souvent on a la question, il y a quelqu'un qui vient et il nous dit « Hey le doc, j'ai mon pote qui est à côté de moi ou j'ai ma copine qui est à côté de moi, explique-lui pourquoi elle doit lire One Piece ». Et on est là en train de dire, et c'est vrai que la personne elle me regarde avec des yeux presque en pleurant en me disant « Mais non, mais il y a 100 tomes, j'ai pas que ça à foutre ». Et en gros, le gros frein de One Piece, c'est sa longueur et sa richesse. Et le gros frein, et là, je vais me foutre des gens à dos, c'est sa communauté. Oui, après, nécessairement, il y a aussi le phénomène théorie, effectivement. Comme toutes les communautés, de toute façon, il y a toujours une majorité bruyante qui fait pas forcément avancer le. Dès que tu as un événement d'ampleur, de toute façon, tu as un événement d'ampleur, tu as forcément des personnes qui vont aller contre. Ça montre aussi que c'est une œuvre importante. Il n'y a aucune œuvre importante qui fait l'unanimité. Une œuvre importante, justement, crée des débats, des scissions, et c'est ça aussi qui contribue à la notoriété de l'histoire. Il y avait quelqu'un, c'était durant la rêverie qu'on avait fait, il avait fait une super analogie. En gros, il avait dit One Piece, pourquoi One Piece est un bon manga ? Parce qu'il est toujours comparé. On va toujours comparer une œuvre à One Piece. On va toujours comparer un truc à One Piece. Et il avait dit, au niveau du foot, on va comparer un joueur à un Ronaldo. Alors j'y connais rien du tout, donc je vais dire Ronaldo parce que c'est. J'ai pas dit Platini, donc ça va, je suis pas trop vieux. Mais je sais pas moi, Mbappé. Waouh, je suis jeune. Ouais. En gros, on va toujours comparer un joueur de foot à Mbappé. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole, le truc à atteindre. Et ben, il y a aussi la même chose avec One Piece. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens la référence et que tu n'es pas la personne sur laquelle on va comparer, c'est que déjà il y a une marque aussi de grandeur, on va dire d'appréciation. Parce que finalement, quand on est la personne de référence, même si on dit oui, mais ça c'est mieux que ça, dans ce cas, ça veut dire que tu as au moins un avis. Déjà, qu'il soit, même s'il est, il peut être négatif, après les goûts, les couleurs, voilà, tu peux préférer DBZ, tu peux préférer Naruto, ça te regarde toi. Mais à partir du moment où tu deviens dans la culture populaire une référence intergénérationnelle, c'est que du coup il y a forcément quelque chose c'est un signe que ça marque sur du long terme, quoi. Donc du coup on commence à rentrer dans du coup ce qu'on disait, les classiques du coup. Après, aujourd'hui on attend encore une fois la fin pour que ça devienne vraiment comme vous le disiez, un classique de la pop culture. Oui, clairement. Mais il y a ça aussi, oui, de dire comment ça s'intègre à la pop culture, qu'est-ce que ça laisse. Il y a aussi un truc tout bête, on parlait des âges d'évolution, mais je pense que c'est pas pour rien aussi que le trio Monster de l'époque avec Naruto, One Piece et Bleach, si on regarde bien, Naruto a 12 ans, je crois, au début de l'histoire. Luffy en a 17 et Ichigo en a 17, mais tire un peu plus sur le jeune adulte. Et on voit qu'il y a vraiment... À la base, le principe même du shonen neketsu, c'est d'avoir un héros auquel les jeunes garçons, les jeunes de manière générale, mais les jeunes garçons, parce que c'est la cible éditoriale principale, auquel cette cible éditoriale-là peut s'identifier. Et nécessairement, Naruto, de par l'âge de son héros, tout de suite peut emmener un public tout de suite plus jeune qui va être amené à grandir avec. Et avec l'ellipse, donc où Naruto s'entraîne avec Jiraiya, et qu'après il a 15 ans, ça suit l'évolution, la vraie évolution marquée du lectorat. Là où l'évolution déjà de Luffy, ça dure déjà donc encore une fois 26 ans. Et bon, il y a une ellipse de 2 ans, mais Luffy passe de 17 à 19 ans. Oui, c'est pas non plus physiquement, énorme, bon voilà, il a gagné 2-3 abdos, mais l'évolution physique est très peu marquée dans les personnages. C'est ce que j'allais dire. Merci. Non mais honnêtement, je pense qu'on a fait vraiment le tour là. Enfin. Ouais, j'ai l'impression. Je pense comme dit, on pourra encore en trouver des questions. Hein. C'est voilà. Si c'est aussi là qu'on partir pour 2 heures. En fait, c'est là qu'on se rend compte que One Piece, même moi qui ne connais vraiment pas l'œuvre, c'est trop riche parce qu'en fait, tu peux tout avoir comme question sur One Piece parce qu'en fait, tout est posable comme question littéralement. Mais voilà, on a un timing à respecter. Merci beaucoup les gars. Est-ce que vous avez une petite actualité, un petit shout-out à faire, quelque chose? Potentiellement, ouais, dans ma maison d'édition, on sort des livres en octobre sur le shonen et le shoujo, justement, où on en parle en tant que catégorie éditoriale, justement, expliquer que l'histoire et dire que c'est pas des genres, expliquer les vrais genres qui sont dans ces catégories éditoriales. Et dans shonen, j'ai écrit un article sur One Piece, justement, ce dont on parle en conférence. Et une partie des illustrations, c'est les photos de la collection de monsieur. Voilà. Donc ça sort début octobre et ça sera dans à peu près toutes les librairies, a priori, de France. Alors moi c'est simple, si vous voulez me suivre, c'est One Piece Passion
YouTube, Insta et TokTok. Et TikTok, il est très moderne. Je suis trop moderne. La modernité en tout cas. Merci beaucoup en tout cas les gars. Et nous du coup on vous laisse, on va passer sur la chaîne de Kerem Hassan, on va faire une petite interlude et après on passe pour les web-séries et bien sûr une petite... Alors je sais pas si j'ai le droit de lancer, du coup je vais éviter de le dire, mais il y aura des surprises donc voilà. Allez, salut. Merci à tous.